vendredi 10 août à 18h30 à la taverne La Grande Allée de Québec, Trois-Bières revient à Comédia et on revient avec Jay du Temple. On a très très hâte de le revoir et de vous voir, alors c'est à ne pas manquer. Venez nous voir. On a vraiment, vraiment hâte. C'est tout le temps le fun de venir à Québec. C'est tout le temps le fun de venir à Comédia. C'est la 3e fois qu'on vient. Fait que je sais pas quoi dire d'autre. J'ai vraiment hâte d'y aller, de vous voir, qu'on rise tout ensemble. Je n'aurais pas le conjuguer ainsi, mais bon, je dois vivre avec mes erreurs alors que je fais ce montage. Faut pas oublier aussi que Gabriel va être en show dans un formule 30-30 avec Catherine Rouleau le même soir, ainsi que Pierre-Luc aussi va être en show à 21h. Il fait 15 minutes, alors allez voir ça sur le site de Comédia pour avoir plus de détails. Allez encourager Trois-Bières de par Comédia. Aussi, encourager Trois-Bières davantage, vous pouvez le faire par le Patreon. Et cette semaine, sur Patreon, on a un épisode qui s'appelle « Sur la route » où ce que Pierre-Luc, Gabriel et moi-même, on s'est enregistrés sur le chemin de Bécomo. On parle, c'est un peu comme le clandestin qu'on fait habituellement, on parle de la vie et plein d'affaires qui nous passent par la tête, mais cette fois-ci, on le fait en dévalant la route vers Bécomo. Et c'était fort plaisant. Et il ne faut pas oublier aussi que pendant le mois d'août, on fait un épisode à chaque semaine sur le clandestin. En fait, on fait un épisode à chaque semaine sur le Patreon. Alors, vous avez du nouveau contenu de la part de Trois-Bières si vous nous encouragez sur Patreon. Et j'aimerais remercier les gens qui nous encouragent, justement. Et j'ai nommé Patrice Lambert, Tommy Armstrong, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Je remercie ces princes et ces princesses de Patreon de nous encourager. Mais en attendant, passons à l'épisode avec Evelyne Ferron, qui était, ma foi, fort le fun. Je vous laisse juger par vous-même. Okay. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un petit sujet, vous allez entendre ça ici. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. Et c'est ça, Trois-Bières. Pour en parler, pour parler de hey, je suis en train de me perdre dans mon intro. Qu'est-ce qui m'arrive? Yannick, tu l'as juste fait 500 fois. J'ai juste, c'est juste la 345e fois que je le fais. Mais bien, pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel. Et je me présente. Oui. Evelyne Ferron, bonjour. Yeah! OK, fait que là, Gabriel, Oui. ça fait des mois que tu nous harcèles pour inviter Evelyne. Qui est? Présente-nous, Evelyne. Mais en fait, Evelyne, on va juste mettre les choses. Tu sais, juste. J'ai souvent parlé de toi à l'émission. Parce que. Ben oui, mais en bien tout le temps, là, quand même pas. Tu sais. Non, mais tout le temps en bien. Mais j'ai souvent parlé de toi à l'émission parce que t'es mon historienne préférée. Oh. Et je suis sans doute la seule personne au Québec qui a une historienne préférée. En plus, tu sais, je peux même en nommer plusieurs. C'est pas juste comme j'en connais juste une, puis c'est toi que j'aime, mais tu sais, j'en connais plein. En tout cas, bref. Fait que t'es mon historienne préférée. Puis là, j'ai achalé les gars vraiment beaucoup pour que tu viennes à l'émission. Puis là, ils ont dit oui parce que je suis fatigante. Puis voilà. Fait que t'es là. Je pensais que c'était mes cheveux roses, mais non, OK. C'est ben, depuis qu'on se filme, c'est pour ça. On s'est filmé pour avoir les cheveux roses. Oui, on n'avait pas encore vu quelqu'un avec les cheveux roses. On a dit aussi bien que ça compte. Puis là, Gabrielle, elle a dit, je sais qu'elle a les cheveux roses, c'est le moment. Ben, voilà. Et voilà. Et c'est ça, on a changé d'ordre aussi encore visuellement parce que Yannick est vaniteux. Là, vos commentaires en bas. Si vous n'aimez pas ça, dites pas commentaire en bas. Dites pas commentaire en bas, s'il vous plaît. Puis... Mon estime de soi tient à très peu. Faites pas ça, s'il vous plaît. Moi, mon rêve, c'est qu'Yannick fasse toutes les positions parce qu'il aime aucun des hommes. Ou je vais avoir différents, tu sais, je vais me faire couper les cheveux bientôt, ça va peut-être changer. Mais bref, parlons de quelque chose de plus intéressant que mon apparence. Ben oui, en fait, moi, je veux dire, Evelyne, je t'ai découverte au podcast que je parle énormément souvent aussi, Aujourd'hui l'Histoire. Oh, OK. C'est là que je t'ai découverte. Et puis, je t'ai toujours trouvée super articulée et très intéressante aussi. Et là, je suis allée te suivre sur Facebook. Fait que là, j'ai commencé à te suivre sur Facebook et t'étais aussi intéressante sur Facebook que dans Aujourd'hui l'Histoire. Et là, un moment donné, par hasard, j'écoutais Décide-moi un dimanche, que j'haïs un peu, je veux juste le dire. Mais que, tu sais, ouais, je l'ai dit. Et regarde, fais attention, tu veux pas te fermer des portes, là. Non, mais c'est pas mon émission préférée, regarde. Okay. Je vais dire ça comme ça. Actuellement, t'es une corde sensible. Oui, c'est ça.
ça. Actuellement, je collabore à Cordes Sensibles. Mais bref, en tout cas, puis t'avais une chronique là-dedans aussi. Ah, je suis encore là. Ouais, et là, encore une fois, aussi intéressante, même plus différent. Parce que avec Beauchamp, Jacques Beauchamp, en tout cas, j'ai comme un blanc, c'est plus pas une entrevue, mais un dialogue, un échange et tout. Tandis que quand t'as vraiment ta chronique, mais c'est plus un bloc, tu sais, de toi qui parle tout le temps, avec l'autre qui t'interrompt sans arrêt. C'est sa job. Mais des fois, il interrompt à des moments où je suis comme, laisse-la finir son bloc, clairement. Bref, alors... On ne pas le nommer Franco Nouveau. Mais voilà, alors là... Et là, aussi appelé le Nouveau Français. Ça, et là, après ça, t'as une autre page, si je me trompe pas, qui s'appelle Historiophile, oui. que je suis aussi allée suivre. Et en plus, là, t'écris aussi des articles pour Historia. Oui, ça fait longtemps, oui. Fait que ça. Fait que oui, je t'ai stalké, mais seulement du profil histoire, là, tu sais, pas je sais pas où t'habites. Tu vois, je savais pas où t'habitais quand t'étais arrivé tantôt. Fait que... Oui, attends, merci, t'as fait beaucoup de routes pour Gabriel, pour nous aussi, mais plus particulièrement pour Gabriel. Ça me fait plaisir. Oui. Donc voilà, moi je suis une grosse fan d'histoire, puis tu rejoins comme tout qu'est-ce que j'aime, puis voilà. Fait que voilà. Je suis un gros fan d'histoire, mais j'ai aucune crise de mémoire, comme on dit. Fait que ça va être quelque chose. Précisément, t'es quand même égyptologue, je crois. Ça, c'est un titre, vois-tu, avec lequel des fois il faut faire attention. Les égyptologues qui sont spécialisés en Égypte pharaonique seulement te diraient non. Parce que moi, ma spécialité, c'est l'Égypte gréco-romaine à l'origine. Donc, la langue que je maîtrise, c'est le grec ancien. Donc, dans le fond, la Grèce antique, il y a eu 3 périodes, mettons, les 3 royaumes. En anglais, ils disent Old Kingdom. L'Égypte grecque, tu veux dire? Ouais, l'Égypte de standard, là, avec les pharaons. Oui, bon, avec les pharaons, oui, effectivement. T'as l'Ancien Empire. L'ancien. Période intermédiaire, il y a une crise. Moyen Empire, période intermédiaire, il y a une crise, c'est l'invasion des Hyksos. Nouvel Empire, qui est la grande période. C'est Ramsès, Hatshepsut, Akhenaton. Non. Et là, après ça, tu as une autre période intermédiaire, tu as des pharaons noirs. Et là, c'est des pharaons africains qui arrivent. Après ça, tu as les Perses qui arrivent là-dedans. Et après arrive Alexandre le Grand. Et là, une fois que tu as Alexandre, tu vas avoir, après sa mort, la dynastie des Gréco-Macédoniens qu'on appelle les Ptolémées. Et là, tu es en Égypte grecque. Et Cléopâtre, c'est la dernière de cette lignée-là avant que Rome prenne le pouvoir. Et là, c'est là que pour toi, ça commence. Parce que pour toi, c'est ma zone. C'est ça. Avant, pour toi, c'est comme un prequel. Là, ça commence à ce moment-là. Gabriel a droit en disant, on peut poser des questions comme actuelles, mais de l'époque. Fait que, mettons, aujourd'hui, on vient avec des influenceurs, tout ça. Dans le temps, les gladiateurs, je pense qu'ils étaient quand même des vedettes de l'époque. Oui, c'était rockstar. Il y avait des mosaïques qui étaient en fait l'équivalent des affiches ou des posters, si tu me permets l'expression, où il y avait son nom et tout ça. Puis quand il gagnait souvent, il y avait cet honneur-là d'avoir une mosaïque proche soit du Colisée à Rome ou partout, en fait, dans l'Empire romain. C'est immense, c'est méditerranéen. Là. Il y avait des gladiateurs quand même à beaucoup d'endroits. Puis je veux dire, c'est sûr que si tu lis un poète quand même assez drôle de l'époque d'Octave Auguste, premier empereur, et tout ça, qui s'appelle Ovide, qui est généralement un peu connu, il a écrit un traité sur la cruise, la drague, puis il dit, si tu veux rencontrer des dames, va dans les amphithéâtres parce qu'elle se presse près des gladiateurs dans l'espoir d'une petite vite le soir, si possible. Il dit pas tout à fait comme ça, mais c'est un petit peu l'objectif. Et oui, c'est vraiment les plus populaires parce qu'ils gagnent, parce qu'ils sont musclés, parce que le divertissement est intéressant aussi. Fait que les philosophes, ils pognent pas tant que ça, finalement. À Rome, non. En Grèce, je veux dire, c'est sûr que Socrate était populaire parce que les gens... Mais encore là, c'est les intellectuels qui s'intéressaient à lui. Donc, pourquoi, quelque part, il s'est suicidé aussi, c'est qu'on lui a reproché de trop influencer. Mais il n'y a pas une théorie qui dit que Socrate serait comme genre plein de monde, un groupe de philosophes qui aurait comme genre créé Socrate. Comme Anonymous, là. Ouais, c'est ça, ouais. Tout en dessous de c'est comme Guy Fawkes, mais c'est lui. Il y a tellement de théories du complot sur l'Antiquité, mais je peux vous dire que Socrate est trop présent dans les archives pour que ce soit vrai. Donc, quand on a des preuves historiques de leur existence, disons que c'est plus facile de démonter les trop nombreuses théories du complot sur différents personnages. Mais ça, c'est vrai, hein? Il y a tellement de théories du complot sur toutes, là. Tu sais, je suis sûre qu'il y en a même des fake news. C'était en histoire, en archéologie bien avant Donald Trump, là. On est les champions des gens qui essaient de... Mais oui, mais c'est quoi, mettons, là, ta préférée? Le complot que t'as entendu ou la théorie que t'as entendue puis que t'as fait, non, ça se peut pas qu'il y ait des adeptes de ça, c'est tellement ridicule. Écoute, à l'université, si tu savais le nombre d'étudiants, puis je leur dis de pas me poser de questions, mais ils le font quand même, mais en catimini après le cours, mais tu sais, je veux dire, qui ont lu un livre, tu sais,
dirais que les pyramides ont 10 000 ans. Fait que là, moi, je suis en train de leur enseigner que les premiers villages ont commencé il y a à peu près 10 000 avant Jésus-Christ. Fait que là, ils comprennent pas. Ouais, mais les pyramides, ben non, si on est capable de les dater, je te dis spécifiquement que non, on sait qu'à peu près Khéops a commencé à être construite vers peut-être 2685 avant Jésus-Christ, tu sais. Ben non, mais j'ai lu un livre, mais là, je suis un peu gênée, mais c'est constant. La construction des pyramides, puis ceux qui sont vraiment, excusez l'expression, des religious freaks, puis qui trippent sa Bible, puis qui comprennent pas que les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves, parce que dans leur tête, il y a des esclaves, et qu'on peut leur prouver maintenant, parce que les papyrus qui ont été découverts il y a 2 ans, qui nous démontrent que c'est des travailleurs payés qui ont construit les pyramides. Il faut que je me batte longtemps. Il faut vraiment que je m'astine, là. Mais comment? Je comprends non même pas à quoi ça sert de s'ostiner là-dessus. La Bible et la vérité, pour certains. Et si toute ton enfance, t'as vraiment été dans des familles très religieuses, puis qu'on t'a toujours dit que ce qu'il y avait dans la Bible était vrai, c'est sûr que là, t'arrives dans un cours comme le mien en histoire de l'Antiquité à l'Université de Sherbrooke, t'es peut-être un petit peu déstabilisé, là. Fait que selon la Bible, c'est des esclaves qui ont construit les pyramides? En fait, non. C'est que les gens mélangent, en fait, Moïse, l'époque des pyramides de Ramsès II, ils sont pas capables de faire la différence. Ouais, il y a une très longue différence de la distance chronologique. Les gens mélangent tout ça, ils mettent tout ça dans le même, comme ils mettent Cléopâtre là aussi. Là, je veux dire, il y a plus de distance entre Cléopâtre et les pyramides que Cléopâtre et toi. On est plus proche d'elle. C'est comme que les dinosaures arrivent en même temps que les humains dans les pierres à feu. C'est pas arrivé de même, mais Ça veut dans dire l'imaginaire moderne, ça s'est collé ensemble. Puis une fois qu'ils ont vu le film live action, là, c'était incroyable. C'est fait. Et où ils ont vu le prince d'Égypte, là, puis des choses comme ça. Ouais. Puis là, ben c'est ça. Faut essayer de se battre un peu contre tout ça. Là. C'est C'est drôle, sur Netflix, il y a une série de documentaires sur Rome en ce moment. Oui! Puis c'est tellement drôle parce que genre, je regardais un bout, puis j'allais en même temps sur Wikipédia voir les trous. Puis à un moment donné, c'est le premier épisode, c'est. Comment ça s'appelle? Romance, probablement, quelque chose, ça doit simple que ça. Là. Ouais, mais il y a un sous-titre en Ouais, il y a plus, un sous-titre, genre, ouais. Je n'ai vu 2, je vais. Ouais. Puis parce que comme c'est celui Marcus Aurelius avec l'impératrice Faustina et leur fils Commodus. Et Commodus, dans l'affaire, c'est comme un gars fucking musclé, genre vraiment en shape, tout ça. Puis dans la vraie vie, il avait 13 ans à l'époque. Fait qu'il y a comme des affaires dans la même tout le long qu'il voulait... Et ça, c'est le défaut de l'histoire, c'est que pour vendre l'histoire, ben, faut que tu la rendes sexy. Et pour la rendre sexy, ben, tu vas la trafiquer parce que tu dis que les gens, de toute façon, ils en savent encore moins que toi, fait qu'ils n'iront pas vérifier. Et ça donne... toutes sortes de merveilles. Sur les réseaux sociaux, là, des fois, ce que je reçois comme commentaire, là, c'est... Mais c'est pas pour ça, d'ailleurs, je pense que comme pourquoi vous parlez jamais de Russell Crowe dans Gladiator? C'est pas le pire, hein? Dans les films d'Antiquité, il y a tellement de merde avec toutes les Prométhéeus, ces choses-là, les Gods of Egypt. Ah, ça là, c'est magnifique. Allez, c'est merveilleux, ce film-là. C'est vraiment, c'est tellement de la merde que c'est merveilleux. Le pays était une horreur. Gladiator, étonnamment, pour les reconstitutions, quand même, c'est un des moins pires. Avec la série Rome de HBO, là, c'est ce qu'il y a eu de moins pire depuis, honnêtement, les péplums de Jean Spartacus dans les années 60, qui eux autres, quand même, étaient pas si pires. Après ça, il y a comme eu une descente aux enfers, là, je veux dire, avec Troie puis Brad Pitt, puis ils ont enlevé les dieux de tout ça, puis ils ont essayé de nous faire croire que c'était la réalité historique. Puis le pire, je pense, c'est Astérix et les 12 travaux, là. Ça n'a pas d'air là, c'est pas de même. La bureaucratie existe pas comme ça dans la maison. C'est un fait. Mais justement, est-ce qu'il y a un film ou une télésérie que... Premièrement, est-ce que le manque de fidélité historique, toi, ça te dérange vraiment? Ou, mettons, si quelque chose est assez bon, tu peux passer par-dessus, ou non, c'est un obstacle? Ça dépend des choix qui sont faits. C'est sûr, pour avoir travaillé avec Ubisoft pour le dernier Assassin's Creed, je comprends un petit peu les choix de divertissement qui peuvent être faits. Quand c'est des petits détails de lieux, on joue un peu sur la chronologie juste un peu pour que ça aille plus vite, je vais être tolérante. Ce qui m'énerve, c'est quand on trafique complètement la réalité. Tu vois, Gladiator, c'est pas le pire, mais ils ont fait quelque chose que j'ai jamais compris. Commode n'a jamais tué Marc Aurèle avec un oreiller. Pourquoi faire ça dans le film? Bon, je comprends pas. Pourquoi dans la série Marco Polo sur Netflix, Kublai Khan tue son frère alors que son frère va lui survivre? Dans la réalité. Pourquoi faire ça? Ça, c'est si tu veux m'agacer, c'est quand tu viens mentir aux gens en changeant la réalité historique. Si les costumes sont pas tout à fait corrects, si tu joues sur les époques, tu ajoutes une femme pour mettre un peu plus de boule dans un film et autres, ça me dérange pas. Mais ça, par contre, si tu changes la réalité des faits qu'on connaît, là, je grige des dents. Énormément. Moi, je veux savoir, justement, dans le dernier temps, là, ça ressort plus. C'est plus connu que Christophe Colomb était pas si gentil que ça. Ah non! OK? Bon, je vais dire ça de même. Ah ouais? Parce qu'aux États-Unis, il y a même le jour Christophe Colomb aux États-Unis. Puis, c'est pas quelqu'un qui était gentil pendant tout. Comment ça? Il y
avait sa personnalité. Je veux dire, quand tu regardes les archives, disons que même comme commandant de navire, c'était pas le plus sympathique. Tu sais, c'est comme quand t'aimes pas quelqu'un au secondaire, elle est comme, hey, sympathique. Ben, c'est aussi parce que ce qu'on va lui reprocher, c'est qu'il était... Je veux dire, on le connaît pas personnellement, mais il a quand même laissé plusieurs lettres aussi. Il voulait la gloire, puis ce qu'il cherchait à l'époque, c'était l'Inde. Il a toujours été convaincu que c'est ça qu'il a trouvé. Puis même si on lui disait, ça marche pas. Ce que tu dis, c'est pas ça. On n'est pas en Inde, chérie, on est ailleurs. Lui, jusqu'à sa mort, il a tenu son bout, là. Et ça te montre un peu le côté borné qui lui a peut-être un peu nuit dans sa manière de voir et de traiter aussi certaines populations locales, comme les Taïnos et tout ça, du côté de Cuba et tout ça. C'est pas une belle histoire non plus. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas appelé le continent la Colombie. Parce que lui, jusqu'à sa mort, il était convaincu qu'il était en Inde. On a dit non. Quand ils ont fait les cartes, ils se sont dit pourquoi donner ça à Colomb quand il n'a jamais été convaincu d'un nouveau continent. C'est son ami, l'Italien Amerigo Vespucci, qui a dit non, on est ailleurs. Là, c'est un nouveau continent. C'est pas les mêmes ressources naturelles que l'Inde. Ils n'ont pas l'air des Indiens en Inde tels qu'on nous les a décrits dans le commerce. Puis là, lui, c'est comme c'est tout du monde brun. C'est pas pareil. Tu sais qu'aujourd'hui, il serait dans la meute aujourd'hui. Il serait dans la meute, là. Ouais, il est dans le son mot char. colon, puis il l'a pour vrai, là. Dans son char, il dit non, dans la bonne direction. Donc, on a nommé l'Amérique en l'honneur de celui qui au moins était convaincu qu'il était ailleurs. Fait que s'il avait été moins têtu, il y aurait eu un continent à son nom. Ouais, Eh, là, on a palais. donné juste un pays. Il l'a échappé. Ouais. Ton pays, en Ben, plus. ouais, c'est All le right. Ouais. Ah! Mais comme mettons, toi, en tant qu'historienne, est-ce qu'il y a des choses que, tu sais, mettons, comme récemment, là, aux États-Unis, on décide d'enlever les statuts de certains. Toi, t'as-tu un plan là-dessus? Le révisionnisme Ouais. historique. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait partie de l'histoire. Je veux dire, qu'on ait érigé des statues à des gens à une époque où on les croyait bons, ça fait partie de l'histoire des États du Sud. Je veux dire, on peut pas nier la guerre civile américaine, on peut pas nier la période de l'esclavage aux États-Unis, on peut pas effacer ça, puis il faut pas le faire non plus. On apprend parce que ça s'est passé. Si on commence à faire « Oh, lui, il est pas important, il était esclavagiste », si on commence à dire Johnny MacDonald au Canada, on n'en parlera plus parce qu'il a créé les pensionnats autochtones, je veux dire, c'est pas apprendre de son passé. Moi, je serais plus pour les laisser, mais de mettre un monument à côté qui vient contrebalancer la réalité puis qui vient rendre hommage aux gens anonymes de l'époque avec des explications. Ça, c'est faire de l'histoire puis c'est montrer aux gens, les mentalités évoluent. Je pense qu'on le vit présentement au Québec aussi, ce genre de discours-là et tout ça, c'est que on peut pas renier ce qui s'est passé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des mentalités différentes puis qu'on voit les choses avec des perspectives différentes. Donc, il faut accepter que ce passage-là fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc, je suis vraiment plus pour le fait d'ajouter, en fait, des monuments à côté de ceux existants pour que les gens voient la continuité de l'histoire. Qu'est-ce que tu ajouterais à côté, genre, d'une statue d'un esclavagiste? Mais j'ajouterais la statue d'un esclave noir dont on connaît le nom, puis qui a fait quelque chose de grand. Parce qu'il y en a plein, c'est juste qu'on s'intéressait pas à eux, on les présentait pas dans les livres d'histoire. Mais je veux dire, dans les archives, ils sont là. Et ça peut devenir intéressant. Ou je veux dire, tu peux mettre ne serait-ce qu'une statue de Frédéric Douglass, qui est un esclave noir qui s'est sauvé. Sa tante lui avait enseigné comment lire et écrire, ce qui était très rare pour les esclaves. Il avait réussi à se sauver, il s'était fait prendre, il s'était fait ramener, il s'est ressauvé une autre fois. Et je veux dire, c'est le premier philosophe noir de l'histoire des États-Unis, puis il s'est battu avec Lincoln pour la liberté. Il y a ce genre de personnages-là qu'on connaît mal, qui sont fabuleux, qui pourraient justement être des bons points de comparaison. Oui, lui était esclavagiste, mais en même temps, à l'époque, si vous habitiez dans le Sud, quand tu regardais la quantité de terre qu'il y avait à cultiver pour... si tu avais vécu sur une plantation à cette époque-là, puis que ton père meurt, puis c'est toi qui en hérites, puis que tu regardes la quantité de champs que tu as à cultiver, puis qu'on te dit demain matin, tu n'as plus de main-d'œuvre gratuite, il faut que tu payes tout le monde. Il y a de ça aussi. C'est une économie au complet qui s'est effondrée et les gens le voyaient. Donc, je pense que des fois, faut se mettre dans la réalité de cette époque-là puis comprendre un petit peu ce que les gens vivaient aussi. Il y en a qui traitaient bien leurs esclaves, on le dit pas, mais il y a des gens qui les affranchissaient à leur mort, il y a des gens qui les élevaient comme leurs enfants puis qui en prenaient soin aussi, c'est pas tout le monde. C'est sûr que si tu as vu le film 12 Years a Slave, là, t'es traumatisé ou Django Unchained ou des choses comme ça, puis là, t'es comme... Juste la prémisse de 12 Years a Slave où justement un esclave émancipé se fait comme repogner et repogner là-dedans. Juste ça, je suis comme, ok, c'est anxiogène, je vais pas regarder. Mais c'est la réalité. Oui, donc,
c'est la Frédéric réalité. Douglass, Oui. dont je te parle, qui est d'ailleurs au début du film Lincoln, au tout début. La première scène où tu vois Lincoln sous la pluie, le jeune homme noir qui lui fait face, c'est Frédéric Douglass. Ça lui est vraiment arrivé. Donc, il s'est sauvé. Ils l'ont ramené. Mais il y avait des chasseurs de tête, là, mais dans le fond, qui étaient vraiment, eux, comme des bounty hunters, là, c'est Oui, ça? il me semble. Chasseur de primes. Ou est-ce qu'ils chassaient vraiment les esclaves qui s'étaient sauvés puis qui les ramenaient puis qui étaient payés pour ça? Parce que c'est aussi Mon curieux des Dieu. fois de regarder les affaires du passé avec les valeurs d'aujourd'hui. Ouais. C'est juste comme, mettons, au Québec, on a le pont Champlain, puis Samuel Champlain, je pense que Hélène, quand il est arrivé, lui avait 40, elle avait 12. Ouais, mais il n'y a pas eu. Ouais, c'est ça. Faut quand même faire attention. Ouais. ouais. Mais comme, qui est là pour nous. Hey, si Elle t'avais laisserait manqué tomber ça- enceinte un peu plus vite. C'est ça, ouais. Bon. Ouais. Faut faire attention à ça. Des fois, par contre, quand tu vois ça, tu dis. Mais je veux dire, si c'est à 12 ans, elle n'a pas encore ses menstruations ou quoi que ce soit, oublie ça. Tu sais, des fois, c'est des alliances familiales. C'est un peu ça pour Champlain aussi. Mais je veux dire, ça veut pas dire que parce qu'il est marié à elle, qu'il couche avec elle quand elle a 12 ans. Il y a ce genre de choses-là aussi Mais qu'il ils faut. sont quand même mariés. Oui. Oui. Ouais. Elle avait 12 ans? Je savais pas qu'elle avait 12 ans. Mais justement, comme. Elle se photographiait avec les bons angles, fait qu'elle avait l'air de 17. C'était vraiment. À Rome, tout ça, il y avait des esclaves à l'époque. Oui. Aussi. Puis, j'ai lu un article sur Wikipédia, fait que peut-être pas ça, je vais te demander. Mais il se parlait Ouais, des justement, règles. juste que Ouais. Pierre-Luc, il nous a dit ah, ben j'ai lu ça sur Wikipédia. Ouais, juste d'avance. Mais ça parlait de sexualité avec les esclaves. Comme quoi que dans le temps, il y avait comme, dans le fond, 2 strates de population. On avait les citoyens, puis il y avait les esclaves, Ouais. en long story short. Puis avec les esclaves, tu pouvais semi-faire ce que tu voulais quand ils voulaient, mais tu peux pas non plus les agresser parce que c'est ta propre propriété, en guillemets, Oh, non tu plus. peux les agresser. Ah, Ah ok. oui. La femme est un objet sexuel ou le jeune homme. Je veux dire, si t'es esclave, t'es compté avec le bétail. T'es pas compté avec... t'es dans l'inventaire du bétail. À l'époque romaine puis à l'époque grecque. Donc, je veux dire, il y a quelques lois, mais en même temps, le père de famille a le droit de vie ou de mort autant sur sa femme, ses enfants, que sur l'esclave. Ils sont pas protégés. Ils ont le droit... Ils sont même forcés de témoigner dans des procès, même s'ils veulent pas. Je veux dire, c'est pas une vie agréable. Mais encore une fois, c'est qu'il y en a qui ont eu des relations plus privilégiées avec leur maître. Les esclaves grecs qui sont allés vivre à Rome, qui étaient des grands lettrés, je veux dire, ont eu la chance souvent d'être des professeurs ou des tuteurs dans la maison romaine, avaient des conditions très, très appréciables. Mais c'est sûr que si tu termines dans les mines, ton espérance de vie est pas très longue. Généralement, c'est parce que t'as fait quelque chose de méchant que les Romains taillent. Ou, tu sais, c'est sûr, si t'es dans les grandes villas en campagne puis que c'est les travaux au champ, il y a des conditions pires que d'autres. Mais effectivement, je veux dire, une jeune fille qui est choisie parce qu'elle est belle, c'est clair que le maître de maison l'a choisi aussi pour que pendant les banquets le soir, elle se promène avec ou qu'elle joue de la flûte et qu'elle danse, puis n'importe qui veut avoir du plaisir l'utilise. Je veux dire, c'est un dévidoir. Ouais. Tabarouette. Ah, ça! Mais c'est ça, je regardais un documentaire sur Wikipédia. Non, sur Pompéi, justement. Hey! Pompéi, c'est fun parce que la lave a permis que beaucoup de choses soient quand même assez intactes. Puis, justement, il y avait comme des fois des écriteaux dans la ville que tu pouvais écrire quasiment. Tout! On est rendu, parce qu'ils continuent de fouiller, Attends, j'ai 13 000 graffitis, c'est de ça que tu me Ouais, c'est parles? ça, ouais. Oui, là, on est rendu à peu près 13 000 dans la collection. Attends, quoi? Mettez-nous en contexte. Moi, j'ai rien compris. Ok, parle de Pompéi un instant. Pompéi, donc la cité ensevelie Oui. par les cendres du Vésuve en 79. Mais il y a 3 personnes qui ont survécu parce que le docteur est arrivé, il a sauvé 3 personnes parce que son compagnon dit comme sauve au moins 3 personnes. Non, mais là, vous voyez, en Grèce, il y a des gens qui sont morts vraiment comme ça. Là. Ce qu'on a vu en Grèce, c'est ça. Là. Je veux dire, des grands-mères, des parents qui ont protégé leurs enfants puis que les pompiers ont trouvé carbonisés d'un seul coup. C'est de voir la réalité de Pompéi devant nos yeux. C'est tellement présentement. terrible. Moi, j'étais allée voir quand il y avait eu l'exposition au musée des Beaux-Arts. Musée des Beaux-Arts. Il y avait quelques moulures de ces gens-là qu'on pouvait voir. C'était terrible. C'était terrible. C'était beau, mais c'était terrible en même temps. Je me souviens d'être avec mon chum, puis qu'on les regarde, puis je dis, ben, ils ont peut-être pas tant souffert que ça. Puis là, mon chum qui me regarde, puis fait, voyons, Gab, tu sais, ils sont genre... Ils ont pris les vifs, là. Il y en a qui ont souffert plus que d'autres, oh oui. Mais c'est ça, c'est que comme la ville a été très vite recouverte de tonnes de pierres ponces et de cendres, c'est ce qui fait que les monuments sont quand même très bien préservés, les peintures, mais donc les graffitis aussi, parce que les murs de Pompéi étaient en plâtre à l'extérieur, puis effectivement, on peut faire de la pub
pub. Il était en période électorale, puis on a encore les pubs électorales. Lui, c'est un trou de cul, vote pour celui-là, des choses comme ça. Mais t'as beaucoup de graffitis. Où est le prochain bordel? Faites pipi ici, sinon Jupiter va se fâcher contre vous parce que les blanchisseries veulent votre urine à la sortie des bars. Donc, il y a des endroits spécifiques pour faire pipi dans les rues. C'est écrit sur les murs. Donc, c'est ce genre de témoignage. Qu'est-ce qu'une blanchisserie? C'est pour laver les vêtements. Donc, les tuniques, pour blanchir les tissus, on utilisait de l'urine bouillie. Pendant très longtemps, en fait, parce que le soufre, en fait, dégagé, tout ça aidait à blanchir les tissus, à enlever les taches. Alors, à la sortie des bars, il y avait des bassines à Pompéi, mais dans n'importe quelle ville antique. Attention, même ici à Montréal, pour le village des tanneries que... Merci, M. Coderre, on a perdu. Sous l'échangeur turco, c'était ça aussi. On utilisait de l'urine pour faire macérer les peaux avec de la chaux pour faire tomber le poil des peaux de castor. Donc, on faisait bouillir l'urine, attention. Et... Tous mes cœurs. À date, tout ça, mes cœurs. Et c'est ce qui faisait qu'on pouvait détacher les vêtements dans les buanderies. Donc, il y avait à la sortie des bars des bassines pour que les hommes fassent pipi à des endroits spécifiques. Mais je veux dire, si tu arroses un coin de maison, ben, ils laissaient des messages en disant « Les dieux vont te tomber dessus, il y a une bassine juste à côté, puis elle a un usage. » On a ce genre de graffiti-là aussi dans les 13 000 graffitis qu'on a jusqu'à présent, parce que la ville est encore sous fouille. Là. Ils sont rendus dans la région 5, puis ça continue. Là. Mais on a trouvé des nouveaux corps, ce qui n'était pas arrivé depuis 60 ans. Donc là, ça c'est en cours. Hein. Oui. Avant de continuer, je veux qu'on parle de quelque chose d'autre aussi, parce que j'ai fait des recherches. Moi, j'ai plein de questions. J'ai une question sur toi. Yannick, ça va, toi? Une affaire que Je suis pas content, je suis ça. L'enthousiasme, c'est si beau. Une affaire que toi-même, j'ai entendu dire, toi-même. Je veux juste dire que Yannick, il prend des notes pour ses prochains pop quiz, pour ses prochaines Mais soirées non, quiz. Ben, tu sais, Les quiz en cycle. Ouais, ben écoute, c'est Il tout va le temps peut-être bon te d'avoir une demander. affaire de Avec le dieu du quiz, comme ça. quizos. Oui. Parle-moi de comment est-ce que la contraception en Égypte. Ah! T'as lu là-dessus? J'ai entendu Tu là-dessus. m'as entendu là-dessus? Où est-ce que j'ai fait ça? Attends une minute, Justine. Tu m'as entendu à 3600 secondes d'histoire que j'ai Exactement. fait à l'Université Laval, Ouais. c'est ça? OK, oui. Je me dis quand est-ce que j'ai parlé de ça? En Égypte, bon, ben c'est ça. Les familles, vous allez remarquer, dans l'Antiquité, sont pas nécessairement aussi nombreuses que nous dans nos baby-booms parce qu'il n'y a pas l'Église catholique qui dit « tu vas faire des enfants jusqu'à ta mort ». Ils voulaient avoir des familles, mais pas nécessairement trop nombreuses. Donc, il y avait des moyens de contraception. C'est sûr que l'origine du condom, c'est de prendre des bouts de vessie, d'intestins d'animaux, puis on couvre juste le gland. On voyait pas l'intérêt de couvrir plus que ça. Là. Mais on trouvait que c'était peut-être plus le fun et plus intéressant que si c'était la femme, en fait, qui portait le moyen contraceptif. On appelle ça un pesser. Et dans les recettes qu'on avait dans les papyrus médicaux égyptiens, c'était en fait de prendre de la merde de crocodile. C'est bien spécifique. Il faut que ce soit de la merde de crocodile. Qu'on fasse une belle boule avec ça. Souvent, c'était imbibé dans du miel en plus pour que ce soit lubrifié. Puis, on enfonçait ça jusqu'au col de l'utérus. Et on s'est demandé... Tout Jésus! Il y a une raison pour ça. Tous mes cœurs là-dedans. Pourquoi du Tu voulais miel? m'inviter? Le miel, c'est pour la texture, je Mais non, mais pourquoi pas c'est de pour l'huile? lubrifier. Ouais, Tu sais, parce qu'il devait pas s'épiler dans ce temps-là, là. Fait que t'as tout oui. ton poêle de noun, puis là, ça te rentre tout dans le miel, puis tout. Il s'épilait? Oui, si vous voulez. Il n'y a pas de problème à tailler. Oui. Pas au complet, mais t'enlèves ce que t'as enlevé pour le faire. Mais je veux dire, c'est pour que ça glisse Avec du plus miel facilement. dans du poil. Juste ayez cette image-là en tête, s'il vous plaît. Du miel dans du poil. Non. Mais Pensez à ça quand vous écoutez Astérix chez les affaires des alcadors, là, quand ils sont sortis, ils ramassent leur caca. On s'est quand même rendu compte qu'il y avait une raison pourquoi ils choisissaient la merde de crocodile. C'est qu'ils ont fait des analyses puis ils se sont rendus compte que c'est très acide vu l'alimentation des crocodiles et que quelque part, ça a un effet spermicide. Donc, effectivement, ça peut, pas à 100%, mais prévenir les grossesses pour cette raison-là. Fait qu'il y avait quand même raison, là, au bout de la ligne. Oui. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné de combien d'affaires ils sont rentrés dans le vagin pour comprendre si ça c'est qui ça que marchait. j'allais dire, l'essai et Ouais. erreur. On le sait pas. On n'a pas toute la série de... La liste, ouais. tu sais, genre merde de cochon, non. Merde de truc, non. Mais la médecine, à l'époque, mettons plus tard, là, à l'époque que t'as étudié, est-ce que C'est gréco-romaine, oui. Ouais, c'était quoi la médecine à l'époque? Est-ce que c'est comme... Il n'y a pas encore de pharmacien ou d'apothicaire ou il n'y a pas encore de médecin? Non, t'as pas d'apothicaire, mais t'as des médecins. T'as des gens qui se spécialisent dans l'étude du corps humain. Les Égyptiens étaient très avancés. Si tu compares le Moyen-Âge européen versus l'Égypte ancienne, le Moyen-Âge en avait perdu beaucoup depuis la chute de l'Empire romain. Là. Je veux dire, ils ont perdu toutes leurs connaissances. C'est les médecins arabes qui leur ont retransmis des connaissances médicales. Je veux dire, l'Europe, là, au Moyen-Âge, côté médecine, c'était une horreur. Mais l'Égypte, dans l'Antiquité, c'était pas mal mieux. Pourquoi? Ben, le fait de momifier. L'Église interdit de manipuler des corps humains, donc on peut pas étudier l'anatomie, on a quand même des petits problèmes. Mais les Égyptiens, par la momification,
momification, comprenait le système sanguin, comprenait quand même beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui fait qu'on a des prothèses d'orteils, parce qu'à un moment donné, pendant quelqu'un qui a perdu son orteil dans un accident de chasse ou quelque chose sur des momies, ils n'ont pas de tabou avec le corps humain. Et c'est ce qui fait que les médecins étaient quand même très bons pour régler pas mal de problèmes, des problèmes de dents, des choses comme ça. On sait qu'il y a des momies qui sont mortes de cancer. C'est sûr qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas traiter ça. Mais tout ce qui s'appelle infection dentaire, abcès, tout ce qui s'appelle... tout ce qui est du domaine de l'infection, pas trop avancé, pas trop grave, parce qu'on voit que Toutankhamon, lui, est mort de complications assez sévères, ils y arrivaient, là, parce qu'ils ont, sur une longue période, parce que quand on parle juste de l'Égypte pharaonique, là, juste les pharaons, on n'est pas rendu à Cléopâtre, rien, c'est quand même, quand tu regardes ça, je veux dire, tu pars de 2686 avant Jésus-Christ, puis tu vas te rendre à peu près, si on se rend jusqu'à Alexandre, aux années 300 avant Jésus-Christ, tu couvres quand même 2500 ans à peu près, là. Je veux dire, ils ont eu le temps de se transmettre comme ça les connaissances au gré des manipulations des corps humains. Donc, ils étaient relativement avancé, surtout au point de vue anatomique. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la bout la section des dynasties, ces moments-là, ou c'est plus... Les dynasties de pharaons? Ouais. Tu commences avec l'Ancien Empire, avec Djoser, qui est la pyramide à degrés. Puis, tout dépend des époques que tu choisis, tu peux terminer avec les empereurs romains. OK, oui, je comprends. Il y a un peu de ça. Il y a du jeu, là. Oui, tu peux avoir jusqu'à... Je veux dire, l'histoire de l'Égypte en tant que telle, c'est pas juste les pharaons. Si tu penses aux premières populations qui ont habité l'Égypte et tout ça, puis qui ont vécu en village, c'est 5000 ans d'histoire à couvrir. C'est énorme. Donc, les connaissances se sont transmises quand même sur une longue période de temps aussi. Mais les Égyptiens, par contre, comprenaient pas le cerveau. Pour eux autres, c'était juste pour garder la forme de la tête, parce que pour eux, tout partait du cœur. C'est pas farfelu quand ils pensent, c'est ça qui bat, c'est ça. Qui... Quand t'as une émotion, c'est là que ça prend. Si tu te sens triste, c'est pas là que tu te sens triste, on dirait que c'est tout le temps coincé là. Fait que pour eux, c'est le siège de la raison et de ce qu'on pourrait appeler l'âme, c'est pas nécessairement la bonne... la conscience, peut-être, serait un meilleur choix de mots. Donc le cerveau, c'est pour ça qu'ils le jetaient quand ils momifiaient, ils comprenaient pas. C'est drôle comme raisonnement que c'est puis juste... les reins, même chose, il y avait aucune idée à quoi ça servait. Mais tous les autres organes, ils comprenaient le principe, fait que ça, ils gardaient. Donc dans les vases canapes, il y a pas de reins. Les vases canapes parlent de ça, bon. C'est les Mais juste avant qu'on commence à parler de ça, on va terminer le premier segment. Puis après, on va parler davantage d'histoire. Je sais pas si j'ai encore... On n'a même pas parlé d'Assassin's Creed. Mais on va revenir après ces messages. On a cliffhanger. Restez. Nous sommes au deuxième segment. De quoi qu'on voulait parler? De vase? On avait un cliffhanger. Un cliffhanger de vase. Les vases canapes, c'est ça? Oui. OK. C'est quoi un vase canop? Moi, On va demander à la pro. On va demander à l'expert. Dans le fond, tout le monde a vu le film La Momie, là. Vous savez, il y a des petits vases dans une boîte. On parle d'Imhotep, La momie Imhotep veut retrouver ses organes. Ben, c'est ça. C'est que dans le fond, les organes, parce qu'ils avaient compris que le corps se décomposait, si on les laissait à l'intérieur, on les retirait, puis on les plaçait qu'on les dans enlevait des vases. par le nez, dans le crochet. Le cerveau. Par le cerveau. enlevait le On cerveau venait par le- perforer, en fait, la narine gauche Je sais pas pourquoi je pose des questions sur les réponses m'écoeurent. avec, disons, ardent, mettons, puis avec, on venait faire de la bouillie avec ça, puis avec un crochet, un peu comme un crochet tricoté, mais très long, on faisait sortir ça par le nez. Ce qui fait qu'il y a des momies qui ont le nez cassé pour cette raison-là. Pourquoi ils faisaient pas juste souffler dans une narine pour que ça sorte par l'autre? Tu sais, comme ceux qui se mouchent, genre. Ça aurait pu être long, j'aurais besoin de la masse du cerveau. Ça aurait pris pas mal de travail. Le crochet, il faisait une bonne job. Mais donc, les organes, pour pas les laisser dans le corps, mais parce qu'ils comprenaient le fonctionnement de ceux-là. J'ai beaucoup de questions. Mais comment ils peuvent... Je vais regretter. Toutes les questions que je vais poser à propos de ça, je vais les regretter. Mais comment vous arrivez à savoir que c'est comme ça qu'ils faisaient? Ben, la Ils ont pas de momification, vidéo, ils nous ont ils ont pas pas laissé de- traiter. Donc, C'est ils ça. viennent de découvrir un atelier de momification à Saqqara il y a à peu près 3 semaines. Ça va être vraiment génial parce que ils n'ont pas laissé beaucoup de traiter. Ça a été par comment on voit la momie ou on voit les entailles qu'on a compris une partie du processus. Hérodote, historien grec, qui avait parlé de ce que lui avait entendu sur la momification. Donc, c'est pas tout à fait juste, mais quand même, on a quelques auteurs gréco et latins qui nous ont laissé des indices. Est-ce que vous faites genre des reconstitutions en Il y laboratoire? a un égyptologue à un moment donné qui a pris un corps, donnait la science, s'appelle Bob Breyer, qui a été le premier vraiment à tenter tout ce qu'on savait pour voir en fait pourquoi il faisait comme ça, pas comme ça, pourquoi il mettait le corps 70 jours dans le natron s'il le pouvait. Il a réalisé que la peau était vraiment complètement déshydratée après 70 jours, moins il restait encore un peu d'humidité, donc il y avait des chances que la momie se décompose. Il fallait faire aussi des essais. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu. Puis dans les vases canopes, ben, tu as les organes, c'est ça. C'est que comme on savait pas à quoi servaient les reins, on les jetait. Le cerveau, ça sert juste à tenir la tête en forme. On va remplir. Étrange! On va jeter ça. Façon de Mais les penser. autres organes, t'en as besoin pour manger. Les Égyptiens adorent la bouffe et ils voulaient vivre éternellement dans le plaisir. Donc,
manger est un plaisir. Alors, les organes digestifs devaient accompagner la momie et donc étaient dans les 4 vases. C'était quoi les 4? Les 4 vases? Ouais. En fait, ça dépend des époques, ça dépend des momies, des moyens que tu as. Ils peuvent être en albâtre, ils sont généralement représentés par des formes de divinités protectrices. Donc, une avec une tête d'ibis, une tête de faucon, Kébécénouf. Mais là, même si je vous les nomme... Faucon, c'est-tu Horus? Horus, ça, c'est le dieu. Mais C'est celui le dieu, qui ok, protège... ok. Le faucon qui protège ton C'est foie s'appelle Kébécénouf. OK, c'est bon. Bon, on peut aller Garde ça en jusque-là. tête. Mais... Man, tu te mets à l'école, là. Ça, c'est pour les gens qui ont les moyens. Tu sais, quand t'as pas trop de moyens financiers, t'as juste des vases points. Tu sais, puis ça va faire la job pareil. Là. Mais c'est ça. Donc, si t'as encore plus les moyens financiers, ils vont les momifier. Sinon, ben, ils étaient juste mis dedans. Fait que ce qu'on trouve, c'est comme des bouts d'organes desséchés. Mais quand ils sont bien préservés, on est capable de savoir ce que les gens ont mangé avant de mourir. Oh, wow! Je suis impressionné. Une affaire que je suis curieux, justement, tout ça, vu de ce qu'il nous reste beaucoup de l'Égypte, tu sais, avec les hiéroglyphes et tout ça, et tu parles des vases, est-ce qu'il y avait comme beaucoup de gens dont le métier c'était d'illustrer ces affaires-là à l'époque? C'est-tu comme un métier qui était vraiment répandu? Artiste? Oui, mais artiste pour ces trucs-là. Les spécifiques, tombeaux? Pour les tombeaux, ou juste en général. Tu avais différentes catégories, mais c'est sûr que si tu te retrouves dans les tombes royales, oui, là, tu es un artiste de haut niveau. Tu es choisi parce que tu es un artiste de haut niveau. Quand on arrive à l'époque de la Vallée des Rois, dans les pyramides Ancien Empire, Vallée des Rois, Nouvel Empire. Donc, on est rendu avec les Ramsès et tout ça. On voulait un endroit caché pour pas que les gens pillent les tombeaux. On est dans un secteur super sec et très chaud, dans une vallée où personne ne va aller. Il y a eu un village, en fait, des artisans qui s'appelle Der El Médinais. Et ces gens-là en sortaient pas et gardaient avec eux le secret de où se trouvaient les tombeaux qu'ils creusaient, peignaient et tout ça, mais ils vivaient dans un luxe, par contre, qui compensait pour le fait qu'ils voyaient très peu leur famille. Ils sortaient très, très rarement de ce village-là parce que leur job, c'était de savoir où étaient les tombes royales, de les creuser et de les peindre. Donc là, c'est sûr que rendu au Nouvel Empire, tu as un niveau assez élevé. Là, on part à peu près de 1500 avant Jésus-Christ jusqu'aux années 1100 à peu près. Puis la vallée des reines, c'est là qu'ils ont enterré 9 reines, c'est ça? Oui, mais la Vallée des Reines, en fait, elle porte ce nom-là, mais tu as aussi des femmes ou des épouses royales ou des concubines qui se sont retrouvées aussi avec les pharaons dans des caveaux de la Vallée des Rois. Donc, il y en a eu d'autres. C'est une question mythe ou réflexion. J'espère pouvoir y répondre. Les Égyptiens et les chats, que c'est vrai que c'est un culte. Oui. 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 Est-ce qu'ils faisaient momifier leur chat? Pas le leur. Ça, c'est la tradition populaire. Les chats... Comme dans Garfield, hein? C'est que la dans déesse Garfield de Ciné-Cadeau, là. Ouais. Dans le Garfield de Ciné-Cadeau, là. Celui des 9 vies, là. Là, il voulait se faire enfermer, puis lui, il voulait pas être enfermé, puis tout. Puis est-ce qu'il soufflait? Là, il soufflait pas, regarde. Je suis juste restée avec l'image qui soufflait. Le cerveau du chat aussi? Non. Non, pour les animaux, c'est très rare. Et il faut dire aussi que les momies animales, oui, il y en avait dans les temples dédiés à des divinités. Le chat s'associe à Bastet, elle est souvent associée à l'amour et tout ça. C'est pour ça qu'elle est populaire aussi. C'est une tradition qui arrive vraiment tard, qui arrive à la basse époque ou même justement à l'époque grecque. Donc la basse époque, c'est l'époque un peu des Perses. C'est là que c'est devenu vraiment populaire. Avoir son chat dans son tombeau? Non, de momifier des chats et de les donner en offrande à la déesse Bastet. C'est là qu'on a trouvé des nécropoles de momies de chat. Et on s'est rendu compte, par contre, en les analysant, qu'il y avait des crosseurs. Il y a des gens qui disaient momies de chat pour donner à la déesse Bastet, puis on les passe au scanner, puis ils sont vides. Oh! Il n'y a pas de chat Il y avait dedans. des moules dans le fond. Mais oui, voilà, ils faisaient puis c'était vide à l'intérieur, c'était juste rembourré, mais les gens n'allaient jamais ouvrir ça. Et ils allaient donner ça à la déesse Bastet. Souvent, on voit ce qui semble être une momie animale et il n'y a rien à l'intérieur. Ça, c'est ce que les gens achetaient pour rendre hommage à une divinité. C'est si Mais malin. c'est sûr que si tu t'en vas, par contre, dans les temples, là, généralement, c'est des vraies momies animales, comme dans le Fayoum, qui est une région tout près du Caire, là, mais qui est un peu en retrait. Le dieu le plus vénéré, c'est Sobek, le dieu crocodile. Il y a vraiment un endroit, je suis allée visiter ça, parce que c'était ma zone d'étude à la maîtrise, mais où tu vois exactement la cache où on faisait sécher le corps du crocodile avant de le momifier et tout ça. Puis à côté, tu avais la nécropole pour les offrandes. Il momifiait des crocodiles. Oui. Dans le temps, comment ça marchait, est-ce que le pharaon était un élu de Dieu ou un prophète? Ou, C'est un monarque de droit divin. Louis XIV n'a rien inventé. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est de père en fils, puis... Oui, c'est possible, mais il est choisi par les dieux. Donc, si jamais il n'y a plus de fils, les prêtres vont entrer en contact avec les divinités principales puis vont lui choisir un successeur, qui est généralement un militaire qui est capable... Ça, c'est vers la fin, parce que l'Égypte a mis du temps d'avoir une armée. Là. Avant, elle n'avait pas de besoin. Elle est dans le désert, puis elle n'avait pas d'ennemis, puis elle m'en est whoop. elle en a eu besoin. Ça, c'est la façon de faire. Mais oui, généralement, c'est que c'est un dieu sur Terre, et à sa mort,
ils retournent protéger l'Égypte. D'où pourquoi ils vont avoir des chapelles extérieures, pourquoi les gens vont continuer à les vénérer, parce qu'ils continuent à faire leur travail, qui est d'empêcher le chaos. Empêcher la terre de sombrer dans les ténèbres à tout jamais. Est-ce que c'est vrai qu'il était full consanguin? Oui, non, ça dépend des époques. On parle, si on joue sur 3000 ans à peu près. Quand est-ce qu'il était full consanguin? Les foules consanguins, c'est les Ptolémées. Donc, c'est les Grecs. Parce qu'ils voulaient pas se mélanger. Oui, puis vers la fin de la lignée avant Cléopâtre, il commençait à être un petit peu bizarre. Il y a une grande égyptologue qui s'appelle Christiane Desroches-Noblecourt, qui est décédée maintenant, qui a toujours dit qu'il était consanguin puis il était tout rendu taré à la fin. Parce qu'ils voulaient pas se mélanger aux Égyptiens. Ils l'ont fait quand même. On se rend compte qu'ils avaient un peu de sang égyptien, mais ils ont essayé de garder le sang grec le plus possible. Donc, eux, ils sont allés loin là-dedans. C'est sûr que dans les familles de pharaons, des fois, on était mariés avec la cousine ou assez près, mais je veux dire, la sœur, pas vraiment. Non. Puis je veux dire, c'est parce que le pharaon... l'enfant qu'il peut avoir ou les enfants que l'épouse royale, qui est peut-être plus proche de sa lignée, peuvent mourir. Donc, il y a plein de concubines aussi qui souvent sont des princesses étrangères qui ont été données en mariage. Je veux dire, donc l'éventail est beaucoup plus large que les Ptolémées qui, généralement, avaient une seule épouse parce que, bon, c'est une tradition grecque, puis se mariaient entre eux. Donc, à un moment donné, ça... Par la fin, rendu 2-3 générations avec Cléopâtre, ça allait pas très bien. Fait que dans l'Antiquité, c'est Saguenay. Non, pas de vrai... non, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est une farce. Ça fait penser comme dans c'est dans la situation aussi dans Game of Thrones, mais on est supposé penser que après beaucoup de générations, il y a une héritière qui va ressembler à Emilia Clarke qui joue avec Alicia. Et ça me semble c'est l'aspect fictif qui me semble le plus exagéré. C'est là que tu décroches. Non, mais même au Québec, je veux dire, quand les familles... Je veux dire, moi, je suis Ferron, là. Je veux dire, mes 2 parents, c'est des Ferrons, pas de la même branche. Mais je veux dire... Non, mais quand même, quand tu finis par remonter les arbres généalogiques au Québec, si les familles sont toutes de souche française, je veux dire, quand on regarde ça... Faut pas arriver au début, il était à 16. Disons que... je veux dire, même médicalement, des fois, les médecins peuvent le dire, ce tic-là, c'est la consanguinité dans ta lignée, tu sais. Puis là, tu fais comme, on est rendu en 2018. Je sais que moi, j'ai pas besoin de remonter trop loin dans mon arbre généalogique. Pour ça, l'Abitibi. c'est ça quelqu'un dans l'Abitibi. Non, la base d'arriver, c'est... Ah oui, l'Abitibi, OK! Je suis en train de me faire shamer par l'historienne. Ma correctrice est en Abitibi. Non. C'est un très bel endroit. Non, mais ça, j'en avais déjà parlé un peu. Elle corrige vraiment bien avec ses 3 mains, d'ailleurs. Elle va super bien. Ouais. Oui, c'est ça. Ma grand-mère a rencontré son mari qui s'avérait être son cousin, mais elle ne savait pas que c'est son cousin. Ouais. C'était comme un cousin éloigné qui était un déserteur qui ne voulait pas aller à la guerre. Alors, c'est sauvé. Et on va dire, quand tu vas être sauvé de la guerre... L'Abitibi, la Gaspésie, c'était parfait. Ouais. Ça va fucking loin. Puis là, ils sont tombés en amour. Puis après, ils ont comme appris comme ah ouais! Ah ben c'est fait. Trop tard. Quand vous regardez les villages desquels viennent la plupart des familles, je veux dire, il y a des villages vraiment en souche, puis je veux dire, quand il n'y avait pas trop de transport, ils se mariaient pas mal toutes dans les villages voisins. Fait qu'à un moment donné, Ben, moi, ma mère vient de la Beauce, puis il y a des bouts parce que c'est les mêmes noms de famille par village, là. Ah, la Beauce aussi, c'est... Ouais, c'est ça. On salue tout le monde de Saint-Robert-Bellarmine, qui s'appelait La Chance. Donc, tout le monde. Non, mais en vrai, c'est toi, maintenant, tu googles la ville, puis c'est vrai, quand c'est l'administration, là, mais 1 sur 2, c'est des La Chance, là. Genre, c'est même pas une farce, là, c'est genre, c'est ça. Mais c'est pas au Lac-Saint-Jean, Saguenay et tout, là, qu'il faut faire des tests pour La voir maladie, si ouais. C'est une bonne précaution à prendre, apparemment. Oui. Admettons qu'on revient à une époque que c'était plus correct. Les années 90, faut le dire. Je suis juste curieux. Mettons comme plus tard, il y a eu des papes qui étaient très jeunes, tout ça. Est-ce qu'il y avait des pharaons qui avaient 8 ans, 12 ans ou Pas tant que ça, parce que sinon, il y avait des régences. Donc, un qui est arrivé sur le trône très trop jeune, à peu près l'âge de 3 ans, c'est Thoutmôsis III, qui est un des plus grands pharaons, beaucoup plus que Ramsès II. Là. Je veux dire, le pharaon badass, militaire, qui a fait des choses exceptionnelles, s'appelle Thoutmôsis III. Mais comme il était trop jeune, et là, c'est un petit peu compliqué, mais à la fois sa belle-mère demi-sœur, Hatshepsut, qui va prendre la régence. Donc, une femme qui a pris le pouvoir pendant des années, qu'on a failli pas connaître. Parce que quand lui a décidé il était assez vieux pour prendre le pouvoir, il a essayé de faire effacer le nom de Hatshepsut partout parce qu'il était comme insulté qu'une femme ait régné pendant que lui était trop jeune pour le faire. Hein. Mais oui, dans ce cas-là, c'est qu'il y avait une régence généralement. Comme Toutankhamon, quand il est arrivé sur le trône, il est très jeune. C'est pour ça que un prêtre et un général, en fait, Horemheb, qui vont s'occuper de lui, qui vont comme gérer l'Égypte. Pour lui, le temps qu'il soit assez grand pour en faire une partie, puis je veux dire, à la mort de Toutankhamon, ces deux-là vont succéder sur le trône aussi. C'est ça qui était dur d'étudier un peu ça, c'est que
Ils ont des successions, c'est, mettons, le roi Pépi 1, roi Pépi 2, puis il fait un rappel, c'est quel qui a fait quoi, puis là, c'est quelle affaire, puis ça me mélange. C'est comme l'ordre des Fast and the Furious. Ouais, moi, le fait qu'il y ait 4 Napoléons, là, ça me bug, là, fait que juste... Mais pourtant, c'est simple. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, C'est assez, c'est c'est assez simple, non? C'est juste qu'à un moment donné, il y a un trou de... Too Furious, ouais. Oh, ouais, je comprends. Je suis là pour toi. Ouais. Y a-t-il des bouts de l'histoire que tu trouves moins intéressants? Ah oui, c'est vrai, ça, c'est intéressant. Parce que t'es vraiment à Égypte, mais mettons Ben, la vie m'a amené. Je suis beaucoup Égypte. Je veux dire, maintenant. Je veux dire, ça fait 8 ans que je suis avec Franco à Radio-Canada tous les dimanches. Puis je veux dire, j'ai fait Michel Barrette à Historia. J'ai fait TV5 On passe à l'histoire que chante à la marche. J'ai tellement couvert tout. Que je veux dire, c'est sûr que je suis comme plus quand même associée à une histoire historienne généraliste. Mais admettons, mettons l'histoire du sport, l'histoire du baseball. Ouais, c'est ça. Non, baseball, ça m'irait. Baseball, ça peut être assez cool. Je tripe pas hockey, faut que je le dise. Mais quand je tombe dans l'histoire du hurling, qui est l'origine du hockey, ça, c'est plus intéressant. Ouais, peut-être moins le hockey, des choses qui m'intéressent peut-être un petit peu moins, ou il n'y a pas d'époque qui m'intéresse pas. Mais c'est sûr que... Est-ce qu'il y en a que tu connais pas pantoute? T'sais, ou si peu, là. Parce que d'époque? Ouais, une époque. Non, ça serait plus des pays à certaines époques. Okay. Non, mais, je veux dire, disons que je peux pas dire trop, mais je veux dire, je fais de la rédaction de livres présentement, je couvre très large. Je peux pas dire quoi encore, mais fait que non, les époques, ça va, il y a vraiment pas de problème, je suis pas mélangée. Mais il y a des pays, des fois que je connais moins. Pourquoi je vais en Asie aussi, c'est un peu ça, c'est que c'est difficile des fois de parler de l'Asie dans les médias ou même d'écrire sur l'histoire asiatique quand t'as jamais mis les pieds là-bas puis que t'as pas vécu ça. Donc là, présentement, je veux dire, j'ai jamais écouté autant de cinéma indien de toute ma vie, mais mon Dieu que j'apprends puis que là, des choses qui font du sens quand je lis sur l'histoire et tout ça. Fait que je me force. En fait, tout sujet peut m'intéresser, il faut juste que je trouve l'angle qui va m'intéresser. Ça vient de la formation muséale. Quand t'es guide dans un musée, moi j'étais guide au Musée de la civilisation de Québec pendant longtemps, t'as pas le choix. Le sujet arrive, puis là, t'as une expo qui s'appelle Les extraterrestres, puis là, t'apprends sur la communication avec les extraterrestres, du moins ce qu'ils essayent de faire, puis là, ils te présentent des fausses planètes. Imaginez, mais si cette planète-là existait, comment la vie se développerait, puis là, t'as des arbres pagodes qui flottent, parce que là, faut que... Si tu trouves l'angle qui t'intéresse, tu vas arriver à le faire. Ben moi, je prenais l'angle historique, puis j'essayais de montrer comment, en fait, les recherches avaient évolué pour qu'on arrive à ça. Puis là, je me sentais dans mon élément. Donc, peu importe le sujet que tu vas me donner, je vais arriver à trouver l'angle pour moi, le trouver intéressant, ce qui fait que vous allez le trouver intéressant. Je pense que c'est ça le secret du succès. Est-ce qu'il y a des historiens que les gens connaissent? Hein? Est-ce qu'il y a des historiens qui sont connus des gens ou le plus connus que... On connaît peut-être le nom de ces personnes-là. Ah, Jacques Le Goff, Moyen-Âge. Je veux dire, je pense que c'est le plus connu. Ça a été le plus connu. Est-ce que tu le connais? Le connaissez-vous? Non, pas. Moi non plus. Ça a été un des plus connus. Mais dis-moi, c'est un historien de l'époque. Je me dis au Moyen-Âge, j'ai des historiens. Non, qui a étudié le Moyen-Âge. Mais je dis, aussitôt que tu touches le moindrement au Moyen-Âge, je vois l'histoire des idées, des mentalités, il y a tellement couvert. J'aurais aimé que tu vois nos trois faces qui font. Non. Jacques Le Goff, Georges Duby, c'est dans les très, très connus. Mais c'est sûr que là, je parle en français. Je veux dire, il y en a tellement. Tu sais, pour moi, Christiane Desroches-Noblecourt, je veux dire, c'est elle qui a fait déplacer le temple d'Abou Simbel avec l'UNESCO pour pas qu'il soit inondé. Pour moi, c'est une femme exceptionnelle que beaucoup de gens dans l'égyptologie connaissent. La connaissez-vous? Non, mais moi non plus. Je parlais un peu de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'organisme qui dit ça, c'est histoire. Patrimoine mondial. Mondial, c'est important de pas toucher à ça. Comme mettons, n'importe quel pied carré en Égypte est quasiment UNESCO. Pas tout. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils ont pas mal de sites. Mais tu peux perdre ton statut aussi. Pompéi a failli le perdre à cause de la mafia. Fais pas attention. La mafia? Ouais. Il détournait les fonds qui étaient donnés pour restaurer. Puis là, il y a des murs qui tombaient. Il y avait des effondrements il y a quelques années. La mafia italienne qui était vraiment oui, c'est pas des femmes. Ouais, la mafia italienne dans l'UNESCO a dit, si vous réglez pas ça, nous, on vous retire tous les fonds puis tout ce qu'il y a avec. Puis Pompéi par son titre de l'UNESCO. Je veux dire, c'est la honte, là. Et là, il y a eu des dons qui ont été faits de l'étranger aussi, entre autres le Japon qui tripe bien gros sur Pompéi. Mais là, les archéologues... et sur René Simard. Oui! Et sur Anne Maison Pignon Vert et Beatrix Potter, parce que quand je suis allée en Angleterre, j'étais qu'avec des Japonais. J'habite sur l'île du Prince-Édouard souvent l'été, puis je veux dire, je suis toujours avec des Japonais, mais je me suis sauvée dans le fin fond de l'Angleterre et j'étais qu'avec des Japonais. Ils adorent Beatrix Potter. Oh oui. Mais je sais plus où j'en étais avec ça. L'UNESCO, Pompéi. Oui, ben c'est ça. Là, ça a été réglé. Maintenant, c'est ça qui fait que il y a beaucoup de fouilles, il y a beaucoup de découvertes depuis un an parce que les archéologues gèrent les fonds maintenant. C'est pas des organismes ou autres. Maintenant, ce sont les universités qui vont gérer une partie des fonds. Donc, on évite en fait cette appropriation-là là, des fonds par la mafia. L'UNESCO protège en fond les sites comme par exemple la muraille de Chine. Avant sur l'UNESCO, le monde volait.
Oui, Puis mais elle les est gens peuvent payée. le faire encore. C'est parce que l'UNESCO va dire, vous voulez de l'argent, vous voulez la visibilité pour le tourisme qui vient avec le fait que vous êtes sur notre liste, et vous avez des choses à faire. Puis là, les gouvernements font comme, oh, OK, c'est payant le tourisme, fait qu'on va le faire. C'est plus ça. Mais il y a des choses pour lesquelles ils sont complètement, je dirais, ils n'ont aucun pouvoir. Je veux dire, la destruction des manuscrits à Tombouctou, ce qui s'est passé à Tombouctou avec récemment, ils n'ont rien pu faire. Puis je veux dire, Palmyre, c'est un joyau. Ça, c'est l'État islamique, je pense. Oui, je veux dire, l'UNESCO n'a pas de pouvoir contre l'État islamique. Puis en même temps, ben, ils se battaient fort pour dire, écoutez, là, faut aller à Palmyre, oublier la guerre en Syrie, faites de quoi là-bas. Puis là, les gens disaient, il y a des gens qui meurent, vous êtes ben donc, sans cœur. Puis là, ils étaient comme, c'est pas qu'on est sans cœur, les gens en premier, mais... Puis l'archéologue en chef du site s'est quand même fait décapiter. Tu sais, je veux dire, j'ai fait RDI avec Anne-Marie Dussault. Puis je veux dire, juste avant, je regardais la tête coupée d'un archéologue dont j'avais lu les travaux quand même. Crime, c'est Ben Indiana Jones-esque, là. Ben qu'ils ont oui, créé, ben là. non, ben Mais non. l'UNESCO, c'est comme l'ONU. Ils ont aucun pouvoir politique réel. Ils sont là pour conseiller. Ils font ce qu'ils peuvent. Puis là, ben, ils vont perdre beaucoup d'argent parce que les États-Unis se retirent avec Israël parce qu'il y a une ville qui a obtenu le statut et l'UNESCO a décidé que c'était une ville palestinienne. Israël est pas contente parce qu'il y a des monuments qui considèrent qu'ils sont juifs là-dessus. Et Israël et les États-Unis se retirent. Donc, c'est des fonds majeurs qui vont s'en aller dans les prochaines années de l'UNESCO pour cette raison. Tout Jésus, c'est vraiment triste que les gens ne soient pas capables de mettre de côté leur... Couloir syro-palestinien. Alors, on va Ça a en parler toujours maintenant. été compliqué. Ça l'est encore. C'est leur karma. Maintenant, il n'y a pas d'autre Le explication. Vieux-Québec est encore dans le... Oui, dans oui. l'UNESCO. Mais eux aussi, ils ont failli le perdre, non? Mais ça fait longtemps. Les menaces, c'était pas sérieux. Ok. Le Vieux-Québec, quand même... On y va d'ailleurs la semaine prochaine, le 10 août. Est-ce que c'est tout le ben, Vieux-Québec? je suis pas Mais loin. tu vas être là, tu vas venir nous voir. On enregistre avec... Vous pouvez passer Jay chez moi en Dutemps. chemin si vous voulez des bleuets. Ah! Je suis à Deschambault sur la 40. On n'est pas fou. Vous êtes sur mon chemin. Oui. Si les chiens vous dérangent pas, j'ai un gros chien. Mais... Trêve de plaisanterie. Mais non, mais Québec, non, ça n'a jamais été sérieux parce que Québec, quand même, en Amérique du Nord, des villes comme ça, le site du Vieux-Québec, je veux dire, c'est unique. Donc, Avec les remparts, c'est Oui, ça? avec les remparts. Là, c'est la section fortifiée, là, qui a vraiment l'air C'est pas aussi les d'un galeries bourg de la médiéval. capitale, là. C'est vraiment le Vieux-Québec. Est-ce qu'il y a des... mettons, il y a des endroits qui sont des faux... des fausses places historiques que des gens ont voulu créer, des endroits comme... c'est pas un lien directement, mettons, Comme le collectif. village du temps d'une paix. Ouais, là, c'est ça, le exactement. village. Le village québécois Non, d'antan. mais mettons, genre, Moi, je serais allée. est-ce qu'il y a des faussaires qui ont souvent voulu faire semblant que ça c'est une pyramide qui a déjà existé puis l'autre pour eux-mêmes? Oui, mais je veux dire, c'est pas des sites de l'UNESCO, c'est pas des Oui. sites, c'est Non, mais- des petits attrapes lieux. touristes. Puis ça, tu peux aller dans n'importe quelle ville, à un moment donné, c'était... C'est le site de l'UNESCO, un peu- mais avec un cas. C'était Ouais, c'est ça, ouais. C'était un peu niaiseux, tu sais, tu marches dans une ville, puis il y a un monsieur qui arrive, puis qui dit Oh, wanna see something really, really interesting? Tu sais, je veux dire, c'est à toi de dire il n'y a pas de pancarte vraiment officielle, à moins d'avoir jamais visité le musée, puis d'avoir jamais voyagé, tu sais, je veux dire, tu regardes ça, c'est comme je suis pas sûre, tu sais. OK, moi, j'ai une question pour toi. Evelyne. Je suis allée à Berlin. Oui. Et j'ai fait un tour guidé à pied de la ville de Berlin et tout, intéressant, avec un guide qui parlait français. C'était vraiment intéressant. Et on a rencontré un monsieur, mon ami et moi, et on y a acheté à ce monsieur-là un morceau du mur de Berlin. Ah! Me suis-je fait arnaquer ou ai-je un vrai morceau du mur de Berlin? Le mur de Berlin, t'as des possibilités que ce soit vrai. Qu'est-ce que Parce je fais avec que- ça maintenant? Est-ce que je suis riche? Non. Non. Bon. Il y a trop de morceaux du mur de Berlin. Si c'est un petit morceau, il y a comme des beaucoup de pièces à gens papier. qui ont des morceaux du mur de Berlin. Tu sais, je veux dire, ils l'ont démoli, il était énorme. Il y a plein de gens qui ont gardé des morceaux. Je veux dire, à moins qu'il y ait une peinture dessus, parce qu'il y avait quand même des choses. Il y a de la peinture. peinture dessus, Ah, rose. Il est tout rose. Peut-être que tu peux savoir exactement où il était. Bon, il y a ça, mais je veux dire, bon, non, tu peux pas être riche avec ça. Pogner un fragment intérieur, même pas de couleur dessus, ce serait Voilà. juste un genre de gravier. C'est vrai? Mais je veux dire, c'est pas rare. Ah, non. Tu sais, je veux dire, si tu vas sur eBay en disant j'ai un morceau du mur de Berlin, tu vas regarder la quantité de gens qui ont un morceau du mur de Berlin. Sur eBay, tu sais, c'est ça. Les enchères seront pas très élevées. Mais en même temps, c'est sûr que là, des fois, ça dépend des pays que tu visites, mais si c'est des pays où il y a beaucoup de pillage, ça va en Amérique du Sud. Colombie, c'est une catastrophe. En fait, tout le patrimoine précolombien a été pillé. Compris. Arrêtez, là, il reste Scorpion, là, il y a encore vivant, il est sur YouTube, là, le bras droit de voyons, comment c'est le dealer de drogue de l'époque, là, qui est full connu, là. Escobar? Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, j'ai un grand. Comme je dis, j'ai pas ma mémoire dans la vie, fait que chez moi. Ah, ce gars-là. Et ouais, il y a un channel YouTube qui fait des. Il y a un vidéos. channel YouTube Ouais, par ouais. Escobar? Non, non, Ça doit pas être le son vrai. bras droit de l'époque, c'est lui qui avait su sa blonde, là. Ah ouais.
Fait qu'il y a un channel YouTube parce qu'il fait des films amateurs parce qu'il est vraiment badass dedans. Ouais. Peut-être qu'il fait partie de ça, mais c'est ça. L'Amérique du Sud, c'est pas mal dans le top des pays les plus pillés. C'est sûr qu'en Grèce aussi. Fait que je veux dire, c'est sûr que si tu t'en vas, mettons, au Pérou, puis que tu sors des lieux très touristiques, puis que quelqu'un t'offre des choses, c'est probablement qu'ils ont pillé ça eux-mêmes, ils n'ont pas averti les autorités, puis ils essayent de faire de l'argent avec ça. Mais toi, fais-toi pogner avec ça, c'est ça. Depuis les années 70, tu peux pas, là. Tu peux pas sortir d'objets. Ah, c'est la prison. Ça peut être très, très sérieux, là. Je veux dire, faut pas le faire. Mais ces gens-là, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste faire de l'argent avec toi. Si toi, tu vas en prison, ils s'en contrefichent. Lui, ce qu'il veut, c'est nourrir sa famille. C'est un peu ça. C'est qu'en Amérique du Sud, ils ont à demi conscience de la valeur de leur patrimoine parce que des fois, les Japonais, les Russes sont prêts à payer des fortunes pour du tissu précolombien. Une momie avec du tissu, le sol, ça vaut cher. Mais il n'y en a pas beaucoup dans les musées parce que les gens trouvent une tombe, la pillent, sortent les objets, tirent sur le tissu, la momie se brise, les archéologues arrivent là, plus de contexte, tout est brisé, puis ça s'en va dans d'autres pays. Puis ils ont des façons de faire. Souvent, pour passer du tissu, c'est difficile à détecter dans les douanes. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une boule avec ça, puis ils vont faire une statuette cheap en plate, puis ils vont écrire Made in China, puis ils vont faire des caisses de ça. Ils vont en avoir des vraies, des fausses, ça va être mélangé. Puis au travail, il y en a une avec un petit poinçon qui est la vraie dans laquelle se trouve l'artefact. C'est un truc vieux comme le monde. Mais pourquoi c'est si prisé? Ça reste du vieux tissu, Le tissu, ça se décompose. Les tissus de anciens. Non, mais c'est ça, pourquoi? C'est difficile à préserver. Pourquoi je voudrais avoir ça chez nous? Maintenant, c'est quoi la valeur? Mais les collectionneurs, faut les voir, là. Des fois, quand ils sont vraiment riches, ils ont des pièces, la taille de l'appartement ici. C'est du bragging rights de check, j'ai ça de cette époque-là. Puis le pire, c'est qu'ils peuvent pas trop l'exposer parce que là, les archéologues feraient comme, hey, ça! Puis des fois, ils ont des objets qui peut-être changeraient notre perception de l'histoire, mais on ne sait pas que ça existe. Mona Lisa, ça me faisait pas le soir, ils se promènent là-dedans, là, puis tu sais, je sais pas, ils ont des orgasmes à regarder leur collection. C'est un peu ça, là. Puis quand ils meurent, ben là, ils lèguent ça à leur famille, puis si ça fait 100 ans qu'ils sont morts, là, les familles, des fois, vont dire, OK, on va céder à tel musée la collection. Oui, on sait que ça a été illégal, mais ça fait 100 ans qu'il est mort, fait que vous ne faites plus rien contre nous. C'est souvent ça qui arrive. Mais ça, je pense que la Mona Lisa est comme plus connue parce qu'elle a été volée deux fois. Puis quand ils l'ont retrouvée, ils sont Une fois. Une fois? Ouais. Une fois, mais médiatisée. Oui. Puis là, ça fait en sorte que celle qu'on a aujourd'hui, j'ai entendu qu'on était peut-être pas sûr que c'est la vraie. Ben, c'est sûr que le musée du Louvre va dire que c'est la vraie, parce que là, écoute, il perdrait une quantité assez importante de gens qui vont au Louvre pas mal juste pour la voir. Je veux dire, peut-être qu'il y a des périodes où c'est une copie. Peut-être parce que pour le mieux la protéger et tout ça, mais ce serait pas leur avantage parce qu'un œil avisé finirait par s'en rendre compte. Fait que je te dirais que si ça arrive, c'est assez rare. Je peux pas l'exclure. Parce que je suis pas là, puis on n'est pas dans les secrets du musée du Louvre. Mais je veux dire, c'est sûr que là, si t'as lu le Da Vinci Code, puis tu commences à te faire des stones dans ta tête. Oui, là. Mais il y a une des meilleures émissions de la vie qui s'appelle Secret de musée, où est-ce qu'ils vont tous dans des musées, puis ils vont comme derrière pour voir, OK, ça c'est un truc qui était exposé, mais il a fallu qu'on l'enlève et tout. Mais il y a pas eu un vol de tableaux aussi, ici, au Québec, au musée des Beaux-Arts de Montréal. Genre en 1985, puis ils n'ont jamais retrouvé. Ah oui, oui. Ah, il y en a partout, tu sais, je veux dire, c'est... Mais qu'est-ce que les gens font avec ça? Moi, je comprends pas à quoi ça sert d'avoir ça chez vous. Ils essayent de les revendre, mais maintenant, il y a des avantages de la mondialisation, c'est qu'avec Interpol, Europol, ils sont rapides. Je veux dire, quand ils ont pillé le musée de Bagdad au début de la guerre en Irak, c'est une tragédie. Je veux dire, c'est berceau des civilisations. Là. Ils ont mis la liste tout de suite sur le site du FBI et tout ça, fait que tout était déjà listé, fait qu'ils se sont retrouvés à pas pouvoir les vendre, fait que lentement mais sûrement, au gré des semaines, les objets revenaient la nuit. Les gens, ils ne peuvent plus rien faire avec ça. Fait que, tu sais, je veux dire, maintenant, ça fait en sorte que c'est très difficile de passer une œuvre. Mais c'est sûr que si t'es, encore une fois, un Russe super riche qui veut pas exposer ça dans un musée, qui veut juste le trip d'avoir une œuvre d'Edward Munch parce qu'il s'en est fait voler lui aussi, ben, je veux dire, tu vas l'acheter, puis je veux dire, tu vas la garder, personne ne va savoir ce qui est arrivé avec. Tu sais, mettons que tu pourrais avoir une version du Scream, mais qui est comme ça de même. J'ai le deuxième. Ouais. Mais il y a aussi, il y a eu un faussaire vraiment connu pendant la Deuxième Guerre mondiale, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe sûrement, qui faisait des fausses, qui faisait des répliques de toiles absolument parfaites. Il y a même des critiques qui disaient comme, mais non, ça c'est la vraie. Finalement, des experts qui disaient que c'est la vraie. Donc, il a été accusé de contrefaire des œuvres. Mais là, pendant que c'est la Deuxième Guerre, les nazis ont pris ça. Et là, finalement, ça a été comme un acte, pas de courage, mais de protection du patrimoine. Fait que là, il a été quitte ou il a fait un peu moins de prison ou quelque chose comme ça. Ouais, l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais parce qu'aujourd'hui, ça, c'est plus dur parce que si c'est faire des fausses toiles anciennes, faut que tu aies les mêmes pigments.
Et donc, là, il suffit de faire des prélèvements pour te rendre compte que tu as du pigment moderne. Parce qu'aujourd'hui, nos liants sont chimiques. Mais si tu penses, mettons, à Eugène Delacroix, qui a fait La Liberté, guidant le peuple. On sait maintenant qu'une bonne partie de ces coloris étaient faits avec de la poudre de momie qui arrivait d'Égypte. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, c'est le genre de choses que quand on prélève, on examine, en fait, qu'est-ce qui compose la peinture. Ben, les peintures d'aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de refaire une peinture avec de la cochenille, puis tu sais, des choses comme ça, comme ils faisaient à l'époque. Là. Mais dans Au cœur de l'histoire, qui est là où j'ai appris cette histoire-là, il expliquait, le faussaire, il a vraiment expliqué comment il faisait et tout. Et lui, avec Franck Ferrand. Oh, Franck Ferrand, Europe 1, ben il vient d'arrêter, là. Ben oui, il s'en va à Radio Classique. Drame de ma vie, que ça termine. Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse. C'est comme la seule personne de mon entourage qui sait c'est qui. Non, moi, je disais, Ubisoft, envoyez-moi Europe 1, mais là, je peux plus. Il est plus là, il a décidé de s'en aller chez Radio Classique. Drame de ma vie. Mais c'est lui, il avait vraiment tout raconté l'histoire de comment il faisait tout. Et lui, il achetait des vieilles toiles inconnues. Ouais. Il enlevait toute la peinture parce que souvent, dans l'ancien temps, je veux dire, à l'époque, il peinturait, puis là, il effaçait, il recommençait, il repeinturait par-dessus. Donc, c'était pas rare qu'il y avait plusieurs... La peinture restait... ce qu'il utilisait restait comme tout de même frais et malléable pendant vraiment longtemps. Fait que c'est pour ça qu'il pouvait travailler sur une œuvre pendant comme des années et des années. Là. Ouais, fait que ça, c'était comme une technique de comment il arrivait à passer les experts. C'est qu'il prenait des tableaux puis il repeinturait dessus. Fait qu'il y avait plusieurs couches de peinture, fait que ça passait pour des... Puis aujourd'hui, ben là, tu vas passer ça dans les scans, puis on va voir tout de suite comment il a fonctionné. C'est ça. Il y a de l'avantage à la technologie pour ça. C'est de plus en plus difficile en peinture, entre autres pour les faussaires. Je dis pas qu'ils peuvent pas y arriver, mais le jour où quelqu'un a un doute, il suffit d'utiliser la technologie, puis c'est réglé. Hey, j'ai une question. Oui. On a beaucoup de questions. Hey, moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à l'humour et tout ça. Non, on était intéressés. Je donne combien de cours d'histoire, moi? C'est ça que... Il me semble ça que question. Ouais. À un moment donné, tu vieillis puis tu vas tourner à l'école. C'est ça qui se passe. Est-ce que c'est difficile, mettons, il y a des peuples nomades, mettons juste les pirates, mettons, trouver des... Attends, peuples nomades, pirates. Ben, c'est juste... Dans le sens que les pirates bougent. Oui, ils bougent. Oui, okay. Puis genre, mettons, comme, découvrir c'est qui Henry Avery, mettons, on dit découvrir c'est qui Henry Avery ou Anne Bonny, tout ça. Comment est-ce que on fait pour tracer, mettons, cette histoire-là, qui est plus difficile, ils sont pas en même place, on suit pas, mettons, Luxor, puis on reste à Luxor pour y regarder. Ah, des gens qui bougent. Pour les pirates et tout ça, si on laissait des archives, mettons, qui ont été en Jamaïque, en France, qui se sont promenés après ça en Caroline du Nord, un peu comme Barbe Noire, Edward Teach, ben là, c'est quand même facile à un moment donné de trouver ça. Ce qui donne un coup de main, c'est si leur bateau a coulé et qu'on retrouve le bateau. Donc, Barbe Noire, présentement, ça, c'est vraiment cool parce qu'en Caroline du Nord, ils ont retrouvé l'épave du Queen Anne Revenge. Ben, ça, là, c'est un jeu. Ubisoft, là, ça, c'est un jeu de rétro. Ils l'ont fait. Ouais, Black Flag. Ah, c'est ça là? Ah, c'est ça là. C'est celui sur lequel tu as travaillé? Moi, j'ai travaillé sur Origins, qui est l'Égypte de Cléopâtre. Qui était le dernier sorti. Il y en a un prochain qui s'en vient sur la Grèce, et moi, je travaillais sur celui sur l'Égypte. Mais quand tu trouves une épave comme ça, ben, je veux dire, c'est sûr que là, par contre, des fois, les objets sur le bateau donnent une idée de ce qu'il a fait comme trajet. Et pour Edward Teach, ce qui est intéressant, là, ils viennent de découvrir dans un canon un bout de livre qui avait été déchiqueté en morceaux comme pour protéger un côté de canon. Puis en raboutant tous les morceaux, ils ont réalisé que c'était une des rares copies d'un des livres qui inspirait les pirates de l'époque, puis qui était un des premiers grands voyages en mer, puis qui racontait un peu la géographie et tout ça. Ça veut dire que Edward Teach avait ce livre-là à l'époque. C'est sûr que dans l'eau, on n'en a plus de traces, mais ce qui était caché dans le canon, les petits bouts déchiquetés, ben ils ont recollé, puis ils sont capables de voir ça. Fait que l'archéologie sous-marine, je te dirais, c'est une nouvelle discipline vu tout ce qu'on peut faire maintenant sous l'eau. Quand c'est des pirates, si on voyage en mer, si on a une épave, ça peut être intéressant. Fait de la forme comme les Vikings, c'est un peu le même principe qu'on a découvert. Mais les Vikings, il y a les tombes aussi, par contre. Il suffit de trouver une tombe qui n'a pas été pillée. C'est ça, à Lanson Meadows, t'as plus les maisons. Là. Okay. Mais tu sais, je veux dire, il y a plein de choses, puis c'est encore, peut-être qu'on découvrira autre chose, mais pour les Vikings, comme tu vois, mon chien, c'est un Terre-Neuve, ben, c'est un descendant des Vikings qui avait amené un chien qui se sont mélangés, un chien ours comme ils les appelaient, qui se sont mélangés avec les chiens de Terre-Neuve. Ça a donné ce chien gigantesque de Terre-Neuve. Fait qu'il y a plein de choses avec les Vikings quand même qu'on est capable de... Historienne canine aussi. Juste pour le Terre-Neuve. Mais non, mais avec Franco, j'ai fait l'histoire du chien. Je me suis beaucoup plongée dans tout ça aussi. Là. Fait que moi, j'ai une mémoire photographique. Donc... c'est une de mes questions. Moi, je regarde mes mains 2 fois. Ben, ça fait longtemps que je touche à tout dans les médias. Ça fait 8 ans que je suis dans les médias, que je sais pas comment tu gères. C'est sûr que j'en échappe, mais il y a quand même une partie des recherches qui
Mais Fini oui, par moi, rester là. une de mes questions, c'était si t'étais autiste. mais tu sais, avec... Est-ce que j'ai l'air? du tout! Non, mais dans le sens Tu caches bien. t'as une mémoire... J'aime les gens! D'habitude, c'est plus difficile. Non, mais dans le sens que t'as vraiment une mémoire phénoménale. J'ai une mémoire photographique, oui. Genre, comment ça fonctionne? Est-ce que dans ta tête, c'est tout un classeur? Un petit peu. Mais c'est sûr, j'en échappe. Mais si je décide de pas oublier quelque chose, je l'oublierai pas. Mais Est-ce que tu l'étudies ou tu juste une fois, c'est fait? c'est spécial. Comment je pourrais te dire ça? Ça dépend de... C'est sûr que je veux dire, si je lis un livre au complet, je me rappellerai pas de tous les cheveux. Mais tu vois, si, mettons, j'ai lu quelque chose dans la journée, OK? J'ai lu, mettons, 40 pages d'un livre dans la journée, puis que là, tu me parles de quelque chose, je veux dire, va à peu près à la page 41, me semble, c'est là, puis là, tu y vas, puis t'es peut-être... Je suis dans les bonnes pages. Je suis peut-être pas sur la page exacte, mais je suis dans les bonnes pages. Demande-moi là 2 jours plus tard, par contre. Ça, c'est plus pour moi une information pertinente. Ça s'est éliminé. Mais c'est sûr que quand je prépare mes chroniques et tout ça, j'utilise pas de notes. Les gens s'en rendent pas compte. Mais à la radio, j'ai jamais de notes. Je suis pas capable de lire, moi, devant le micro. Ça me tue complètement. Puis quand j'enseigne... impressionné. Les étudiants à l'université vous le diront. J'ai quand même un planning sur ma table d'un coup que quelqu'un me fasse perdre le fil. Puis là, je suis rendue où? Mais je peux pas travailler avec ça. Moi, je suis en train de me dire, pour apprendre des textes ou n'importe quoi. J'apprends pas de texte, par contre. magnifique. J'apprends l'info, je la classe. Tu sais, avec Franco, ce que je fais à la radio, c'est que je vais toujours lui envoyer un plan le jeudi soir dans la nuit. Puis, j'y divise toujours en 3 parties. Puis là, j'ai dit, il faut que tu touches aux 3 parties pour que, pédagogiquement parlant, l'auditeur, à la fin, ait l'ensemble. Puis il est assez docile. Faut lui donner ça à Franco. Et c'est pas tous les animateurs qui se font tenir en laisse comme je tiens pour que mes chroniques se tiennent comme ça. Je fais quand même du 12-13 minutes des fois là, en ondes, ce qui est assez rare là, le dimanche matin en direct. Aujourd'hui, l'histoire, c'est préenregistré, mais Franco, pour moi, c'est direct. Je suis pas devant lui maintenant. Je suis chez moi à Deschambault. J'ai un studio comme ça. C'est parce qu'on se connaît bien que ça... Ça paraît pas, c'est de la magie. Ça paraît Ouais, pas. vraiment. Mais ouais, puis ça a toujours, je sais pas, il y a des gens comme ça avec qui en radio ou dans les médias la chimie passe, puis lui puis moi ça marche. Fait que on brisera pas quelque chose qui marche bien là-dessus. Mais je veux dire, il y a aussi le fait qu'il respecte ça, il sait que ça marche et tout ça. Fait que tu sais, il fanfaronne des fois, mais il va toujours quand même s'assurer que les 3 parties soit touché. Fait que là, il restera pas starlé dans la première. Tu sais, il sait qu'il faut qu'il enchaîne. C'est pour ça qu'il me coupe aussi des fois. Mais c'est ce qui fait que c'est ça quand moi, quand je travaille, là, je lis plein d'affaires et tout ça. Si je veux être capable de présenter l'information, ben dans ma tête, c'est le fun quand j'arrive à thématiser. Fait que je vais toujours diviser un sujet à peu près en 3 thèmes. Je fais la même chose à Salle Bonjour, mais c'est beaucoup moins pertinent. J'ai une question aussi. Avant d'aller à Non, attends, je tease la question, Yannick, tease la question. Non, il y a des questions. Non. Ouais. Ah, mais ça va être une émission spéciale. Plus longue que Non, on fait pas d'habitude. de sujet, moi je suis vraiment intéressé. Après, apprendre comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'histoire lorsque. C'est ce qui rend toujours les vainqueurs qui racontent l'histoire. Fait que tu sais, ils peuvent. Fait que je suis curieux de savoir. Moi, je veux parler du marteau des sorcières aussi. Ok, Écoute, on va tout faire. restez Ça, à l'écoute et puis ça va se produire. Je vais faire le droit au sac. On va te réinviter à Québec. On va chez vous. On va chez vous. Ouais, puis j'ai pas dans le sac. Hey, on revient sur des histoires absurdes. Oui. Ok, on revient. choqué. On met les questions sur pause, là. Il y a pas longtemps, il y a vraiment comme 3 jours, là. Le musée en Égypte, au Caire. Le zoo. Le zoo. Ouais, j'ai dit le musée d'animaux. C'est ça, exactement. Il est très gros, Ouais. d'ailleurs. Ils ont peinturé un âne en noir et en blanc pour faire comme si c'était un zèbre. Et ça n'a pas marché, OK? Mais fait que là, c'est devenu viral sur Internet. Et ça m'a fait vraiment rire. Et t'as une histoire de ça? Ah, moi, ce zoo-là. Attends, ils ont fait ça en joke ou ils ont fait ça sérieusement? Sérieusement. C'est là de combine que Il y a quelqu'un qui a mis une photo sur les réseaux sociaux, tu vois l'âme qui se frotte, puis les barres commencent à fondre. Googlez genre Zoo du Caire zèbre, là, vous allez le voir. Ah, mon C'est magnifique. Dieu. Ah, ça a été viral, c'est pas dur. Oui, à trouver. Mais c'est un immense zoo, par contre. Il est super, ce zoo-là, mais c'est gigantesque, là. Mais oui, mais moi, quand je suis allée là, c'est qu'on était 2 filles. Puis quand le gardien nous a vus, il a paniqué. C'est 2 occidentales dans mon grand zoo. Je peux pas les laisser passer. Il y a pas d'hommes avec eux. Ils vont se faire kidnapper ou quelque chose. C'est qu'on n'a pas eu le droit de visiter le zoo par l'extérieur. Ils nous ont fait passer par l'intérieur des cages. Fait que j'ai pris des bébés lions. J'ai des photos de ça dans mes bras. Bon, ça va l'église en femme quand j'y vois. Je me suis fait soulever par une trempe d'éléphants. J'ai vécu vraiment beaucoup d'aventures. Parce En fait, que t'étais une femme, t'étais VIP. on donc. était 2 filles toutes seules, ouais. Puis ils me prenaient des super belles photos, mais tu sais,
à la fin de charge, mais tu sais, quand on a vu le prix, les photos, on a fait OK, c'était une joke parce qu'on a vécu des expériences pas possibles. Mais ce qui est arrivé, c'est que nous, on passait, il y avait la barrière des touristes, puis nous, on passait entre les cages et les touristes, dans le fond, avec le gardien du zoo, puis le photographe. Puis à un moment donné, ben là, on arrive devant la girafe, puis là, il y avait plein de jeunes enfants, puis tout ça, qui prenaient en photo les girafes et tout. Puis là, le gardien qui s'occupait de la girafe me donne une carotte et dit, mets-la dans ta bouche. Puis il dit, fais ça comme ça. J'ai les photos de Sam. J'ai déjà fait quelque chose semblable dans un bar, mais c'est un autre affaire. Mais là, c'est que t'es là, tu tiens ta carotte, et là, t'as la girafe qui arrive, tu sais. Puis là, t'as les enfants qui crient, qui applaudissent parce qu'ils savent ce qui va arriver. Moi, je suis comme, non. c'est non, une non. girafe, là. Et là, tu vois cette langue mauve, tu sais, qui arrive, qui rentre puis qui te frôle l'œsophage et qui vient chercher la carotte. Et là, j'ai fait, c'est dégueulasse. Et là, elle se relève toute gracieuse, elle mange sa carotte. Et là, ça applaudissait tellement les enfants, tellement contents qu'ils me demandaient encore. J'ai dit, de toute façon, je suis déjà contaminée. Je l'ai fait 2 fois. C'est Donc, dégueulasse. on a une photo de moi avec la girafe qui me french littéralement. C'est dégueulasse, mais en même temps, c'est comme, je peux pas flancher devant ces enfants-là, je vais perdre leur respect. Voilà. Mais non, mais il était tellement content de voir une occidentale frencher une girafe que je me suis dit, tant pis, je vais le faire. Mais j'ai les photos. Oui, j'ai un témoin de toute façon parce que j'étais avec une amie et elle a jamais voulu le faire. Donc, je ne mens pas, mais dans une émission de détecteur de mensonges, ce serait une de mes anecdotes. En plus, c'est pas une affaire qu'on vit nous autres dans notre quotidien. Comme d'habitude, de juste voir un animal qui est plus haut que nous. Juste tout court. Ouais. C'est ça. Le cheval, je dirais ça, il fait brrr, tu sais, ça, c'est pas grave. Ouais, mais La c'est girafe, vraiment mais grand, c'est comme gracieux un une girafe. Elle descendait là, son cou vraiment, puis là, j'étais là. Puis avec sa langue, tu sais, elle était pas invasive dans ma bouche. C'était lascive. Douce. Douce. Mais tu sais, Elle t'a respecté. oui. C'était un tantinet gluant, mais elle prenait juste la carotte par sortait. Tu sais, si je Ça peux. m'écoeure tellement. Ça m'écoeure tellement. Ça m'écoeure tellement. Oh mon Dieu, que ça m'écoeure. Moi, les contacts avec les Maman, animaux, tu voulais m'avoir comme invitée, tu commences à le regarder. ouais, t'as dit beaucoup de choses qui m'ont écœuré aujourd'hui, donc. On n'a pas fini parce que j'ai une question équivalente sur il y a beaucoup de channels d'histoire. Il y a Historia au Québec. Il y en a un qui est important pour moi qui s'appelle le WWE Network. Ouais. OK, et ça raconte l'histoire de la lutte, OK, souvent. Et des fois, il y a des émissions comme Monday Night Wars qui racontent dans les 90, il y avait une grosse rivalité entre la WCW et le WWF qui avait lundi soir l'émission en même temps. Nitro contre Raw. Et cette émission présente c'est quoi l'histoire qu'il y avait derrière, les joueurs derrière, les acteurs derrière, les gérants, toute la business. Et la WWF, le WWE a gagné ça. Et lorsque tu lis et tu regardes des entrevues, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la réalité. Moi, je trouve. Ils ont révisionné encore une fois. Moi, je suis pas capable de pas écouter ça quand c'est en reprise. J'ai quasiment vu tous les épisodes 3 fois. C'est un peu gênant, mais je suis pas capable de pas l'écouter. Mais en même temps, C'est vraiment bon en général. C'est l'ultime exemple et expression de les gagnants écrivent l'histoire. Parce que c'est La lutte. Oui. Mais non, la corporation qui a gagné, elle nous présente elle-même Sa l'histoire. vision. Qui a acheté toute la librairie vidéo de son adversaire peut tout re-raconter l'histoire de son point de vue. Puis ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a juste comme 20 ans. Et... Oui, les années 90, ça commence à dater. Oui, regarde. 30 ans, non? Ça, là, c'est parce que je suis vieux. Même, attends, j'ai parlé il y a un mois au Minifest que je suis allé à Atlanta au musée du Coke. Et ça aussi, des fois, il y a des choses dedans qui parlent pas des origines pour de vrai. Fait que, comme les gagnants, ils racontent tout le temps. Fait que comment, des fois, on peut interpréter des textes ou des choses sans qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je pense que c'est ça a été le défi de l'humanité, ça l'est encore plus présentement dans Trumpland, c'est l'esprit critique. C'est de se dire que justement, c'est toujours de partir avec l'idée que oui, on me présente de l'information, mais si je rentre, mettons, dans un musée canadien-français, c'est sûr qu'il y a peut-être des petits morceaux, peut-être involontairement, mais je veux dire, quand on parle de notre propre histoire, il y a un côté sentimental avec ça. C'est même pas une question d'être vainqueur ou vaincu, des fois c'est juste par tradition aussi où on veut pas vexer notre population qu'on omet des détails. Par exemple, mettons, tu sais, je veux dire, au Québec, on a toujours voulu dire que Samuel de Champlain était catholique, mais c'est pas vrai. On a trouvé son baptistère, il est né protestant. Mais l'Église catholique au Québec voulait pas qu'on sache ça, donc on a toujours pensé qu'il était catholique, s'est converti pour fonder la Nouvelle-France, d'ailleurs. Et on a toujours exclu, on dit tout le temps, qui a fondé la Nouvelle-France, c'est Samuel de Champlain. Non, c'est Henri IV, qui a juste une autoroute à son nom à Québec, roi protestant. Donc on voulait pas l'associer trop à notre histoire, qui a envoyé des protestants
pour fonder les comptoirs commerciaux. Et on oublie souvent de mentionner, même encore dans le nouveau programme d'histoire, ils l'ont pas changé, ça me fâche. Pierre Dugas-Dumont, qui est celui, en fait, qui était en charge du groupe qui est venu ici. Samuel de Champlain, c'était le géographe. C'est pas lui qui était à la tête du groupe. Mais, boy, on n'en parle pas trop de ça. Alors, les gens disent, non, c'est Champlain. Champlain, après, quand il va fonder Québec et tout ça, là, c'est lui. Mais avant ça, quand il est en Acadie, c'est Pierre Dugas-Dumont qui est à la tête de ça. Il a promesse, en fait, qu'il va avoir le monopole de la traite des fourrures s'il fonde des comptoirs. Pierre Dugas, est-ce que c'est lui qui... pourquoi il exclut? C'est parce qu'il a fait quelque chose de protestant. Oui. Et Champlain, il passe parce qu'il s'est converti au catholicisme, mais on va oublier et omettre le fait qu'il était protestant. Et sans se poser la question longtemps, jusqu'à temps qu'un chercheur trouve son baptistère en France et qu'on réalise qu'il a bel et bien été baptisé protestant. Il y a plein de choses comme ça, mais je veux dire, c'est pas faux de dire que Champlain était catholique. C'est juste qu'on omet de dire certaines choses. C'est pas faux de dire que Champlain fondait Québec, mais ce serait le fun quand même qu'on précise que la Nouvelle-France, c'est l'idée d'un roi protestant et c'est celui qui était à la tête de ça, c'était un commerçant protestant. C'est pas Champlain qui était à la tête de ça. Lui, il était là pour faire des cartes géographiques. Real talk. Les gens, on est au Québec on fait ça. Donc, ce que je dis, c'est que ce qui nous échappe de plus en plus, parce que j'enseigne aussi, puis je vois les jeunes qui se disent « Wow, j'ai juste allé sur Internet. » Là, mes yeux se révulsent à peu près, je sais pas combien de fois. C'est que plus on a accès à l'information, plus on est crédule, parce qu'on se dit « Il y a beaucoup d'informations, donc tout est vrai. » Puis c'est ce qui fait que Trump a été élu aux États-Unis. Il peut dire ce qu'il veut, puis ça passe encore. C'est ce qui peut l'amener à contredire des médias, puis que les gens pensent que les médias mentent. C'est qu'on est en train de ne plus se forcer à avoir cette critique-là. Peu importe ce qu'on fait dans la vie ou ce qu'on visite, c'est à nous de se dire « Hey, ça, c'est intéressant. Ben, je vais lire plus. » Et c'est là, des fois, qu'on voit comment les films, les séries, bon, pour le divertissement trafic, comment des musées font des choix éditoriaux. Et je veux dire, les musées sont là pour vous motiver à aller plus loin aussi. C'est à vous de faire l'étape de lire davantage. Même quand on enseigne, on peut pas tout faire. Là. Je veux dire, je fais histoire de l'Antiquité en 15 semaines à l'Université de Sherbrooke. Je veux dire, c'est un sprint monumental. Je veux dire, je passe rapidement. Si les étudiants aiment ça puis veulent pousser davantage, je veux dire, c'est à eux, après ça, de faire le travail. Je veux dire, je peux pas le faire pour eux. Mais on est dans une société un peu paresseuse là-dessus. Mais admettons, est-ce qu'à Montréal ou dans le coin, il y a déjà eu, mettons, des esclaves? C'est quelque chose qui a... Oui, ben oui. Puis on n'en parle jamais? De plus en plus. À Québec, entre autres, Webster a fait faire une espèce de petit tour, en fait, sur des endroits où il y a eu des esclaves. Marguerite-Diouville, qui en possédait. On a eu des esclaves amérindiens sur notre territoire. C'était plus ça, non? Est-ce que je me trompe ou c'était... Quelques Noirs dans la région des Cantons de l'Est. Oui, c'est ça, mais que c'est un peu plus des esclaves amérindiens issus des guerres amérindiennes. Oui, mais si on s'en va dans les Cantons de l'Est, par contre, on a quand même eu aussi des esclaves noirs. Est-ce que ces histoires d'esclaves-là, c'est comme l'esclave Égypte, l'esclave Amérique? Comment est-ce que c'est quoi la relation? Ben, ils les possèdent, ils travaillent pour les gens, mais c'est sûr que Marguerite Diouville, quelque part, on n'a pas de lettre qui dit comment elle traite ses esclaves. Mais je veux dire, on s'entend qu'une religieuse, probablement aussi dévouée que Marguerite Diouville, devait être humaine. Peut-être plus que si tu possèdes une immense plantation de coton en Alabama. Là, tu sais, je veux dire, c'est quand même une autre réalité. Mais reste que oui, ça a existé. Mais ça, par contre, de plus en plus, on essaie. Je veux dire, Serge Bouchard fait un gros travail là-dessus aussi dans les médias pour essayer de rendre ça plus clair. Webster aussi en a fait un peu son cheval de bataille, mais je veux dire, les historiens le cachent pas. La plupart des livres d'histoire récents sur l'histoire de la Nouvelle-France vont même avoir des chapitres consacrés à ça. C'est juste que quand on visite des musées ou plein de choses, les gens, c'est des périodes ou des bouts ils vont aller voir autre chose. Mais c'est aussi que c'est peut-être un moins gros chunk. Tu sais, c'est moins... Dans le sens c'est pas les États-Unis. C'est ça, c'est moins présent et tout. Mais ça me fait penser, quand tu parles de tout ça, il y a 2 livres qui sont sortis de... je sais plus quand, puis je sais plus les titres exacts, je sais même plus le nom des auteurs. Mais écoute, c'est super bon. Pour vrai, lisez-les. Non, mais... si tu les trouves, je vais les faire apparaître à l'écran durant ce... Ben, il y en a 2. Okay. Un consacré aux hommes et un consacré aux femmes, et c'est de Remarquables oubliés. Ah, mais c'était les livres de la série de Serge Bouchard. Ben c'est ça. Donc, il y en a 2 qui sont vraiment consacrés... fait que t'auras pas le choix de les mettre à l'écran. Voilà. Mais qui sont vraiment consacrés à des gens qui ont marqué l'histoire, mais qu'on connaît pas, en fait. Puis moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant, justement, de découvrir un peu d'autres aspects. Et il y a c'était une série à Radio-Canada, ça, qui a disparu. Oui, c'était notre série radio, animée par Serge Bouchard, entre autres. Ils l'ont dit en podcast?
Podcast, non. Mais je veux dire, il y a des groupes de pression Facebook tout petits qui disent pour un retour des remarquables oubliés parce que c'était effectivement une façon un peu différente de faire l'histoire à la Serge Bouchard. Intéressant. Plus forme de récit. Mais c'est ce qui fait que des fois, bon, dans les émissions de radio, on essaie, moi, d'autres historiens, d'amener ces personnages-là autrement. Mais on les appellera pas des oubliés, mais on va en parler pour que les gens les découvrent quand même. Mais oui, ça existait. C'était une série à Radio-Canada. Je savais pas, mais c'était tellement des bons livres. Puis il y a un autre livre vraiment hot qui s'appelle Sans faire d'histoire. Puis c'est tous des événements marquants au Québec qu'on a oubliés, genre le pont de Québec, qu'il y a des gens qui sont morts en le construisant et tout. Et puis plein d'événements comme ça qui, justement là, qu'on oublie puis qui passent dans le beurre. En tout cas, fait que achetez ça sur Amazon. Existe. C'est pas qu'elle n'existait pas, mais des fois, par contre, pour des choses très pointues, c'est qu'il faut aller dans les livres d'historiens. Puis là, ben, des fois, les gens sont comme, ouh, c'est aride. Parce que quand on tombe dans la littérature plus scientifique, c'est sûr que les historiens, pour avoir l'air de bons historiens, il faut qu'ils écrivent. Et des fois, c'est que là, les gens tombent là-dedans, ils font comme puis ils décident de. C'est comme un frein à ce moment-là. Alors que quand on vulgarise dans des émissions de radio avec les remarquables oubliés, ben les gens qui sont en voiture qui entendent ça, ben là, ça accroche peut-être un peu plus. Le choix de médium. J'aimerais aussi, est-ce que j'aurais mon propre livre, s'il vous plaît? Controversy Create Cash par Eric Bischoff, qui parle de l'histoire de la lutte. De l'histoire de la lutte de 90. Ouais, Tout est dans la poche. Là, on entre dans, j'aurais le grand dilemme de ma vie présentement, parce que moi, je m'étais destinée à la recherche scientifique au départ, puis la vie a décidé que j'allais entrer à la radio. Ça fait 8 ans que je suis à Radio-Canada. Fait que là, je me suis retrouvée à faire... J'essaie de garder du costaud quand pas même. Exactement de la vulgarisation, mais rendre ça. Je suis pas trop légère, mais j'essaie, c'est ça, d'être quand même accessible. Mais j'essaie quand même d'avoir une bonne structure. Je sais pas du... Tu sais, je veux dire, t'apprends. D'habitude, quand tu m'écoutes. Mais c'est vrai. C'est un défi. C'est l'épisode qui va avoir le plus de matière à apprendre à date. Il y a une note pour qu'à la fin, il y a un quiz. C'est ça que j'allais dire. Mais c'est un défi, sauf que c'est sûr que ça fait en sorte que dans le milieu universitaire, je suis boudée, par contre, de plus en plus, parce que j'ai osé être intéressante. Ben oui, puis je nommerai pas les historiens en question, mais je veux dire, il y a des producteurs télé et tout ça, des fois, qui m'appellent, ils sont comme, moi, un tel historien, il me dit, ouais, elle est rendue pop en voulant dire, j'ai plus de valeur, là. Fait que là, je suis comme... j'avais un choix à faire, mais dans ma tête, je me dis, écrire une thèse de doctorat qui va être lue par 4 personnes ou rendre un service public, puis justement, faire en sorte que les gens soient moins cons. Pop, c'est court pour populaire. Je me suis dit qu'il y a tellement de gens qui veulent apprendre, puis dans les gens qui nous écoutent à Radio-Canada, je veux dire, c'est des gens cultivés, mais c'est des gens qui, à une époque, n'avaient pas accès à la haute éducation, puis là, ils découvrent tout ça, puis je veux dire, ils en redemandent, fait que je me dis... pourquoi abandonner ça quand là j'ai l'impression au moins que l'histoire est utile puis que ces gens-là, je les mets les référents des livres, je mets des livres en référence à chaque chronique et tout ça pour que les gens puissent les acheter. Mais la preuve, c'est qu'on t'a invité parce qu'on te trouve intéressante aussi. J'ai écouté ton rattrapage aussi. J'ai écouté ton épisode sur la tequila. D'ailleurs, quand t'as créé. Ça, c'était léger parce que c'est pas Jacques, c'est Maxime Boutier qui remplaçait. C'était le tout premier épisode, puis il voulait quelqu'un pour briser la glace avec lui, tu sais, qu'il allait s'en sortir avec c'est plus léger, je m'en excuse. C'est même de mes plus légères. Non, c'est pas cool. Moi, je suis curieux de savoir, justement, comme mettons, au Québec, l'alcool est arrivé, précisément avec les Français quand ils arrivaient avec du vin. J'ai lu quelque part que chaque soldat français avait le droit à une pinte de vin. Par jour, c'est ration, c'est ça. Donc, puis au début, les gens ça s'appelait des bouillons, là. C'est-à-dire que ils mettaient du pain, du sucre, puis une coupe d'affaires dedans à terre. Puis là, c'est au soleil, donc là, ça commence à comme fermenter. Là, une fois que tu m'auras, t'es prêt à te battre. Puis après, quand tu fais ça, t'as mal à la tête. Puis il y a des curés qui disaient comme arrêtez de boire du bouillon, s'il vous plaît. Puis ils faisaient du bouillon dans leur cours, genre. Ben, l'ancêtre du caribou, c'est ça aussi, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, l'histoire d'alcool, c'est toujours ça. C'est que, au départ, c'est des créations artisanales. Tu sais, je veux dire, le monde se dit, ah ouais, ils ont recréé une recette de bière de la Mésopotamie. Je veux pas boire ça. Je veux dire, c'était à peu près du 2% d'alcool, pas fermenté. Ça devait goûter la céréale à plein nez. Il y avait pas de... Le houblon est arrivé au Moyen-Âge avec Hildegard de Bingen. Fait qu'avant ça, il n'y a pas de houblon pour donner ce goût particulier à la bière. Puis je veux dire, le vin, je veux dire, les gens, ils buvaient pas d'eau parce qu'ils avaient peur que l'eau soit contaminée. Fait qu'ils buvaient du vin, mais je veux dire, ils mettaient des herbes, du miel, du romarin là-dedans, puis ils coupaient sec de l'eau pour pas que les gens soient sous. As-tu une idée du goût infect de la chose? À Rome, les orgies, c'est là-dessus, ça se fait de mélange. Ils essayaient de pas mélanger l'eau, mais c'est pour ça que quand tu regardes les services à vin romain, c'est des grandes bassines avec des louches, parce que dans le fond, ils mélangeaient les herbes et tout ça dedans, puis on servait ça dans le gobelet après. Puis c'est pas du vin qui est fermenté longtemps, fait que c'est des vins à 5-6% d'alcool. Je me rappelle que j'ai appris le concept des orgies à travers un album d'Astérix, qui était, je pense, c'est la série chez les Romains. Ah oui, on parle. Oui. Les Romains.
Ben, Il je pense... existe, ça, là? Ah ouais? Ouais, Ben, c'est le premier, je pense, c'est le premier. C'est dans les premiers. Essaye que c'est Gaulois premier, en fait. C'est le Gaulois le premier. Ouais. C'est dans les Ouais, premiers, c'est ça. puis mais vu que c'est dessiné par une rousse pour toute la famille, C'est vrai qu'il y a juste- tellement de choses qui marchent pas là-dedans. c'est juste du monde tout habillé, puis qui mange des raisins, qui boivent du vin, puis il y a une fille qui dit que je me mets du verre à lèvres pour me faire une laideur. Fait que là, je suis comme. Une orgie, c'est une genre de fête où le monde se met laid. Là, je sais pas, puis Et c'est français. Ouais, c'est ça. Fait que je comprenais pas cette image-là. Fait que je me rappelle, un moment donné, tu sais, quand j'étais jeune, mettons, j'amène mes livres de la bibliothèque que j'ai loués. Ouais. Là, j'ai lu tout alors que je suis sur le point de me coucher. Puis des fois, de ma chambre, je crie à mes parents je leur pose une question, eux qui sont en bas. C'est Et quoi là, une orgie? C'est exactement ça que je Là, il y a eu comme quelques secondes de pause. Mon père a dit c'est une genre de fête. Je suis comme, ben, Il y a pas faux! Ouais. ben, je regarde les images. Ça a l'air d'être une genre de fête aussi. Regarde, je suis satisfait avec cette réponse. Je continue ma lecture. J'ai un de mes amis, même affaire, il a dit à ses parents hey, pouvez-vous me porter, il y a une orgie de Pierre-Luc à sa fête, mais c'est comme, c'est une orgie, c'est une fête, c'est ça qu'ils ils ont pris du temps à comprendre que c'était pas juste ça. Ouais. Je pense par exemple, il devait vraiment anticiper que ça allait être vraiment le fun. Parce que je trouve tout le monde une orgie, ça a l'air comme. Ouais, oui, il y a plus de monde. Il y a plus de monde dans une orgie qu'à ma fête, mettons. Ouais. Mais est-ce que t'avais un vomissoir? Non, pas de vomissoir. Ah. Pas de vomissoir là-dedans. Il y avait des vomissoirs dans les orgies? Ben oui. Ben, je pense que justement, c'est plus Uderzo, mettons, qui cantait vers. Ok, les vomissoirs, ils sont tous dégueulasses, ils vomissent. C'était pas sexuel. Non, mais le but, c'est que orgie, c'est sexuel aussi, mais c'est que ces gens-là voulaient manger tout le temps. Donc, à un moment donné, t'es plein. Fait que là, si tu continues à profiter du buffet, ben, l'esclave apportait la bassine, tu vomissais ton repas, puis tu continuais. Il y a ça dans Hunger Games. Je veux juste dire qu'au Capitole, ils font ça. Ils ont des pilules pour se faire vomir, puis là, ils se font vomir, puis là, ils peuvent continuer à manger le festin qui a l'air succulent. Ça, c'est dans les livres. Dans le film aussi. Dans le film aussi? Ouais. Ah ouais. Dans les derniers, là. Mais ça, c'est l'histoire fictive, t'as pas le droit de. C'est pas grave. Quand il y a des affaires, justement, des histoires fictives, t'es-tu comme. Ah, ça, c'est des affaires que je connais un peu. Ben, mais Game of Thrones! Ouais. Moi, ça, j'embarque parce que volontairement, c'est une fantaisie historique. Fait que t'as pas à penser à. Je vois aux les erreurs. liens. Je suis capable de dire, OK, les Ça, c'est la guerre des Dothraki, ça roses. ressemble au Mongol. Tu sais, ben oui, là, c'est sûr. Le mur d'Adrien pour le mur, tu sais, je les vois. Puis je veux dire, le nombre de fois que j'ai eu à faire ça à la radio pour expliquer aux gens d'où ça vient. Mais en même temps, c'est une fantaisie historique. Puis pour avoir fait une fantaisie historique, c'est quand même bien fait. Là, pour avoir lu quelques-uns des tomes aussi, tu sais, je veux dire, on voit que c'est un geek qui a vraiment fait ses recherches. Mais c'est une fantaisie historique. Juste relaxé, t'es comme. Ah, et voilà. Il y a pas de faute. J'embarque à 100%. Tu sais, la BBC fait aussi des fois des séries basées sur des romans du 19e siècle, des choses comme ça, où ils font des gros efforts pour être assez fidèles dans les reconstitutions, même si c'est pas parfait. Tu sais, je veux dire, là, j'embarque, puis tu sais, je veux dire, il y a pas de problème. Là où je déchante, comme je te dis, c'est si je vois que il n'y a rien qui fonctionne ou tu sais, tu changes les événements. Tu sais, non, on les connaît, les événements. Veux-tu bien me Ramsès a dire, inventé condoms. Oh mon Dieu. T'es comme, tu ouais. sais pourquoi les condoms s'appellent Ramsès? Non. En fait, ils n'existent plus, mais tu sais pourquoi il y a eu des condoms Non, Ramsès? ouais. Ah, OK. Parce que Ramsès, on pense qu'il y a eu plus de 100 enfants Mais dans il est sa actif. vie. Il est actif. Mon Dieu. Il est mort Il a fait l'amour pour les il enfants. est mort à peu près 89 ans. Il a eu beaucoup de concubines, aimait beaucoup les femmes et la rumeur voulait qu'il ait répandu ses gènes énormément. Mon Dieu. Il me semble que c'est comme. Voici un téléphone Alexandre Bell, mais tu peux pas le plugger nulle part, puis il appelle personne. Comme, je Fais comprends. l'inverse, tu dois te dire. Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que Ramsès, comme justement, il s'est pas retenu, clairement. Voilà. Et il y a c'est vraiment ce qui des pistes de explique fertilité. qu'on ait choisi une marque de condom Oui. à son nom. Donc voilà. Ben, tu sais, c'est vrai, regarde, Trojan. C'est 3, hein. C'est le pas, trois, c'est pas, fait que- c'est pas Trajan. Ouais, Trojan, mais 3, fait que tu Tu glisses l'affaire sur. Mais tu caches une affaire dans une autre affaire, mais tout le Non, monde sait ce qui se c'était passe. un là, guerrier. tu sais. Ouais. Mon Dieu, mais je savais pas. Trojan, ça s'appelle Trojan à cause de ça? Garde 3, oui. Moi, la garde de 3. Il y a un militaire un peu Regarde. spartiate sur le dessus. Si ça avait de l'allure, là, si c'était vrai, là, il y aurait comme une shape de cheval par-dessus. Même pourquoi c'est pas la version trip à 3 c'est écrit 3 genre. Chris, tu manques de l'argent. Ça va peut-être donner des idées à une ouais. compagnie québécoise qui veut faire un condom biologique. Peut-être, mais ça va pas penser à ça. Exactement. Y a-tu des. Justement comme de. Hey, comment va votre sac à question? Ouais. On a fait Comment va la cloche? On a fait genre pour dire, Nick. Ouais, on va en piger un, C'était une blague. Non, mais laisse Evelyne piger, laisse Ouais. Evelyne. Non, mais c'était une blague, mais je veux dire, ce Non, non. sac dont j'ai entendu parler, il n'existe vas-y. pas. Excuse-moi, j'ai trop de. Ben ouais, on a trop de questions. On a même pas parlé du marteau des sorcières. Moi, je Oui, vais c'est parler vrai. du marteau Ouais, des pause. sorcières. On va parler de ça après les choses de ça. OK, je pense que je regrette de mon pigeon.
OK, mais maintenant, on va parler du marteau des sorcières. OK, bon. Ouais. Fait que c'est quoi cette histoire-là, Gabrielle? Mais moi, je veux savoir, parce que moi, Non, mais début, là. OK, Le marteau des sorcières, c'est un livre qui a été... en fait, non, je veux vous mettre en contexte. Moi, j'ai lu un roman qui s'appelle Le Grimoire, qui est de, je vais te dire n'importe quoi, la fille de Hitchcock, je crois. Ça se peut. Ça se peut. Il y a une fille, oui. Ouais. OK, en tout cas, bref, Le Grimoire. Et dans Le Grimoire, livre, il parlait du livre Le Marteau des sorcières, comme quoi c'était un vrai livre qui a été, en fait, écrit au Moyen-Âge, à savoir comment identifier une sorcière et quoi faire pour les identifier, les persécuter, faire chasser le démon et tout. Et moi, c'est un livre que j'ai absolument adoré, Le Grimoire, Amazon. Et ça, et là, Chez j'ai votre découvert... libraire. Amazon. J'ai découvert par la suite que c'était un vrai livre qui a vraiment existé. Est-ce qu'il y en a des copies? Comment est-ce que... Faudrait que je vérifie en termes de copies. Généralement, pour des manuels comme ça, il y a un gros effort de numérisation quand même des traités médiévaux, parce qu'au Moyen-Âge, comme il n'y a pas d'imprimerie... C'est fait à la main, fait que s'il existe des copies, il y en a peut-être 2, 3. Ils sont peut-être pas toutes pareilles parce que les copistes changeaient souvent des mots ou disaient ou non, puis donc t'as pas tout à fait la même version. Faudrait que je sache c'est quelle université ou quelle bibliothèque en fait qu'il possède. Puis là, je serais capable de vérifier en fait où il se trouve et s'il existe en fait un accès, du moins pour les universitaires, à ça. Si ça a été numérisé. Il y a des bonnes possibilités qu'on puisse y avoir accès. Ou sinon, tu as des historiens probablement qui ont fait des livres sur une partie du livre avec qui vont te mettre en annexe une partie des archives ou des articles scientifiques qui vont traiter d'un chapitre en particulier puis qui vont le pousser à fond. Fait qu'il y a possibilité d'y aller. Mais là, il faudrait que je vérifie. J'en ai aucune idée. Mais parce que il y a beaucoup d'historiens qui ont utiliser ces archives-là pour essayer d'expliquer aux gens ce qui était vraiment la sorcellerie puis comment on a traité les femmes aussi, quand même Moyen-Âge, mais Renaissance aussi. Là. Mais ouais, fait qu'est-ce que tu connais sur là-dessus? Est-ce que c'est la question avec laquelle on va réussir à te piéger? Piéger... Que t'auras pas de réponse? Ah non, j'en ai. Mais là, ça dépend. Tu veux aller où? Veux-tu aller en Europe? Veux-tu aller à Salem? Ah, ben, n'importe où. Emmène-nous. Alors, non, Salem, les sorcières de Salem. Salem? Ouais. Ben, Salem, c'est un peu différent parce que Salem, bon, t'es au Massachusetts, il y a beaucoup l'Angleterre envoyait les puritains? Ouais, les puritains, ceux qui considèrent comme des sectes extrêmes religieuses, ils s'en allaient en Amérique. C'est ça qu'ils appellent les Quakers? Ouais, les Quakers. Ils portaient des ceintures sur le chapeau. Comme le gruau, là. Le gruau, ouais. C'est sûr que là, ça vient augmenter, je dirais, l'hystérie collective dans un cas comme ça, parce que c'est ça, c'est de l'hystérie collective. Les sorcières de Pembroke aussi en Angleterre, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des morts inexpliquées, il y a des maladies inexpliquées. Ce sont des maladies contagieuses, mais on comprend pas la contagion. Donc, automatiquement, on cherche la source du mal. C'est comme ça qu'est né le vampire. La tuberculose. Oui. Parce que la tuberculose, au début, tu tousses, mais à la fin, qu'est-ce qui arrive? Tu saignes. Puis là, si quelqu'un d'autre l'attrape, au début, tu t'en rends pas compte. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Lui aussi, il tousse puis il se met à saigner. Fait qu'on pensait que c'était quelqu'un qui avait été mordu par un vampire et que la personne malade était revenue des morts. C'est pour ça qu'on ouvrait le tombeau pour qu'on allait les pieuter comme il faut pour pas qu'ils se relèvent. Parce qu'on comprenait pas la contagion. Les sorcières, c'est un peu le même principe. Donc, c'est vrai de pieuter des gens. Oui. On a trouvé, c'est la Bulgarie et la Pologne qui battent les records de squelettes avec des pierres carrément dans la gueule. Et tout ça, les images sont assez spectaculaires. Et on est sûr que c'est post-mortem. Oui. OK. Au moins. Oui. Les gens mouraient, mais parce que des fois, il y avait une maladie dans le village, on pensait que c'était le mort, puis on allait s'assurer qu'ils se relèvent pas. Mais les sorcières, c'est un peu ça. C'est que quand tu as des maladies que tu comprends pas ou qu'il se passe quelque chose qu'on comprend pas, ben là, on va chercher la source. La source, c'est une femme marginale, c'est une femme différente. Il y en avait dans le village de Salem, une vieille femme qui vit toute seule et qui guérit avec des plantes. On les aime, mais si jamais il y a des morts inexpliquées, c'est là que ça se trouve. Et là, c'est sûr que quand tu arrives dans les procès, les gens vont servir des procès pour se venger des gens qui aiment pas. Fait que là, ils vont inventer, puis ils vont dire « Ah oui, je l'ai vu voler avec le diable et tout ça. » Puis bon, et c'est ça, Salem. La fois qu'elle m'a donné une racine pour me soigner quelque chose, ça n'a pas marché, fait que là, je l'ai. Voilà, non, mais elle a couché avec mon mari, je pense qu'elle a couché avec mon mari, fait que je vais la faire pendre, tu sais, puis je veux dire, c'est comme ça que ça s'est... Mon Dieu, c'est un peu intense. Ben oui, je veux dire, la faire sa voiture. Puis l'Église, elle, c'est que tu as 2 types de tribunaux aussi en Europe. Quand on commence à parler vraiment de sorcellerie, c'est que tu as le tribunal légal qui appartient au roi, mais tu as toujours le droit canon, qui est le droit religieux, et le roi va
tuer par la peine de mort, c'est pendaison ou épée si t'es noble, mais l'Église punit par le feu. Les sorcières, ce qui est triste, c'est que bon, si t'as une tache de naissance déjà, mettons qu'il y a de quoi qui va pas bien, t'es un petit peu dans le trouble. Si t'as une déformation, n'importe quoi peut être utilisé contre une femme pour s'il y a de quoi qui va pas, on trouve un coupable, on cherche un coupable. Je veux dire, la grande peste, on a accusé les Juifs de pas vénérer Dieu comme du monde, puis je veux dire, ça y est, les gens étaient contents parce qu'on brûlait des Juifs. Puis on avait enfin un coupable et les sorcières, c'est la même chose. Je veux dire, on se dit, OK, ben on va te lancer dans l'eau, attaché sur une chaise avec une pierre. Si t'es une sorcière, tu vas te libérer puis tu vas te mettre à voler. Puis ben si t'en es pas une, tu vas te noyer puis tu vas mourir. Fait qu'on est correct. Je veux dire, on faisait ça. Je veux dire, c'est... Il y a une histoire de la femme, ou ça traverse une perception de la femme qui est assez triste là-dedans, tu sais, parce que les sorciers étaient pas punis de la même façon que les sorcières. Comment ils étaient punis? Ben, les sorciers, c'est qu'on se dit, étaient-ils punis? Ils étaient punis, mais eux étaient punis sur un bûcher public. Tu sais, je veux dire, la torture était peut-être un peu moins longue, là. J'ai appris récemment, grâce à Wiki encore, ma référence. Il existe une encyclopédie qui s'appelle Universalis, dont tous les articles sont rédigés par des spécialistes. Ah oui? Oui! Ah, nice. Et qui est aussi bien, sinon plus, que Wikipédia. Mais je me ferais pas rendu à cette histoire-là en étant sur Universalis parce que j'ai appris que les frères Dalton, c'est basé sur des vrais frères. Oui! Et que les frères Dalton, Joe, Avril, William et... Joe, William, Avril et... Attends. Joe, William, Avril. On crème, on a un trou là, vraiment. Non, mais c'est pas c'est Jack, ça, là. Jack, j'ai appris qu'eux, dans l'histoire, sont les cousins des vrais frères Dalton. Et dans tout, je parlais de mort dans la bouche, mais un des frères Dalton est mort avec une balle dans la bouche, couché sur le dos, selon Wikipédia. Ah, mais les Dalton, on les voit, on a l'image de 4 d'entre eux alignés, mais il était 5. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, ils sont morts sur l'image. Ils sont morts tous alignés comme la plupart des gangsters de l'Ouest, oui. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Attends. J'ai des questions. Les frères Dalton étaient vrais. Oui, ils sont 5. Et... Oh, il faut que tu partes. Non, on a des questions. Je texte à quelqu'un. Voilà, on finit ça. Mais donc, les frères Dalton étaient vrais. Oui. Mais dans la réalité, ils étaient 5. Puis c'était des bandits. En fait, il y en a un qui s'est lancé un maréchal qui a été comme dans la mauvaise grâce du shérif, puis là, il s'est reviré de bord. Pour faire de l'argent. C'est ça, exactement. Fait qu'il est comme... Il a entraîné 2 de ses frères. Il y en a un, à un moment donné, qui a décidé de retourner du côté de la loi, mais il s'est rendu compte que c'était pas payant, fait qu'il est retourné dans l'illégalité. Ils ont une histoire un peu plus croche. Qu'est-ce qu'on disait, les Dalton? Excusez, on a vraiment dévié des Dalton. En fait, là, il faut que tu fasses un message texte pour dire que... Ah oui, faut que tu ailles En fait, je texter. serais supposée traduire restaurant, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Evelyne, merci beaucoup. Merci tellement! Mais moi, je veux juste dire, je m'excuse, en parenthèse, tantôt, t'as dit comme venez me voir à Deschambault. On va venir, hein, parce qu'on est à Québec. Oui, parce qu'on vient savoir qu'on fait un podcast avec toi. C'est elle qui drive, fait qu'on n'a pas le choix. Ouais, on va aller fait que si t'es game de nous recevoir, on est game de se déplacer puis d'aller enregistrer chez vous, puis on va piger. Puis je te émission. Ouais, puis je te jure qu'on va piger. Si t'es game, on vient sur chez mes vous. terres à Deschambault, j'ai un grand terrain, vous pouvez camper. On campera pas parce que j'ai le camping, mais je vais venir manger des bleuets, par exemple. J'ai un Terre-Neuve, faut. Ah ouais, ça, je suis game aussi. Mais en tout cas, si c'était pas des paroles en l'air, je pense qu'on est game. Ben non, mon chum peut faire la musique. Si vous voulez un peu de musique, 10 sous. Mais en Evelyne, les gens, ils peuvent t'entendre ou te trouver où sur Internet cette semaine? Ben, en fait, je suis sur Twitter. Oui. Où est-ce que je fais une veille, enfin, en histoire, en archéologie. Donc, toutes les nouvelles en histoire, en archéologie, les découvertes et tout ça, tous les jours ou presque, là, je les publie sur Twitter avec les liens. Evelyne Ferron. Oui, Evelyne Ferrand. J'ai l'équivalent de ça, mais où je mets des blagues et tout ça, qui s'appelle Historiophile sur Facebook, qui est vraiment juste, je mets les nouvelles découvertes et tout ça. Les gens peuvent commenter, mais je veux dire, je surveille s'il y en a qui disent des niaiseries, mais c'est vraiment pas une page où les gens exagèrent. Je suis assez chanceuse là-dessus. J'ai quoi, 8500, je pense, quand même, personnes qui... Pour une page d'histoire... Ouais, tu nous torches, là. Je suis assez contente. Ouais. Puis j'ai ma page personnelle, où là, c'est plus moi, ce qui m'intéresse et tout ça, parce que quand les gens me cherchent, ben, c'est la façon de me joindre. Des fois, ils me joignent par la messagerie, puis pour une entrevue, les médias vont passer par là, parce que si tu me tapes sur Google, c'est la première chose que tu trouves. Fait que ça, c'est pour me joindre, c'est assez facile. Ne faites pas comme l'imbécile qui a appelé sur mon cellulaire, je ne sais pas comment, en fin de semaine, se faisant passer pour Franco Novo, disant qu'il venait chez moi en moto. Ça, j'aime moins ça. Pardon? L'historienne. Ça, j'aime moins ça. C'est même j'apprécie moins. Mais sinon, ben, je veux dire, je blogue pour Historia. Là, la page Facebook d'Historia est en reconstruction, mais là, je suis aux 2 semaines sur leur page Facebook où est-ce que je fais généralement une explication d'une nouvelle archéologique ou des choses comme ça. Je suis avec Franco Novo tous les dimanches matins
à Dessine-moi un dimanche. D'ailleurs, Généralement, j'ai un podcast de juste tes Ouais, chroniques. ça a Non, été mais demandé. vraiment. Généralement, j'explique une nouvelle vers 8h15 autour de table, puis après, j'ai ma chronique. J'ai des interventions aujourd'hui de l'histoire à chaque année, mais je veux dire, là, je peux pas dire quand, comment, j'en ai aucune idée. J'ai pas commencé à enregistrer. Mais les plus récents, ça a été pour les gens qui sont sur iTunes puis ils veulent scroller à travers, ils veulent explorer à travers. Les grandes horizontales. Les grandes horizontales et aussi les murs de chaîne, les murailles de chaîne. Oui, j'avais fait aussi le Machu Picchu, des choses comme ça. Oui. Des fois, il aime ça quand je fais des lieux. Jacques aime bien les lieux. Et les personnes aussi. Oui, c'est ça, biographie. Écoute, Oui. c'est mes places préférées où aller. Ouais. C'est comme milieu, même. Mais je suis en reprise tout le temps à TV5. Quand on passe à l'histoire avec Chantal Lamarre, vraiment, là... Oui, ça j'avais dit à Gabriel. Ça passe vraiment souvent en reprise. Je reçois aucun chèque, malheureusement, de ça. Et à Historia, probablement en reprise, des fois, j'avais fait l'Amérique de Michel Barrette aussi. J'étais l'historienne qui ajoutait un peu de faits aux histoires de Michel dans la deuxième saison, qui devrait passer en reprise, j'imagine, du côté d'Historia. Sinon, en fin de semaine, j'étais à LCN avec Michel Jean pour parler d'archéologie autochtone. Donc, quand il y a des découvertes archéologiques, parfois, vous pouvez me voir à RDI ou LCN, ou est-ce que Fait que si on ne voit pas, c'est vraiment qu'on a un problème, là, parce que t'es assez répandu. Tu sais pas qui je suis. Tu connais juste mon rire, mais tu sais pas le nom. Voilà. Et ça, c'est plus fréquent que vous pourriez le penser. Ou des fois, les gens entendent mon rire dans un centre d'achat, font comme... Et là, se retournent, me regardent, et là, je Pose me une fais... question, tu vois qui on parle. La réponse. Et là, je suis comme... ouh. J'arrête pas de rire. Et là, t'es Néfertitier. Gabriel, on te trouve où sur Internet? Sur Internet, viens sur ma page Facebook, Gabrielle Caron. Je pose plein d'affaires, puis des dates de show qui s'en viennent. Je vais être beaucoup à Québec. Je passe 2 semaines à Québec pendant tout le Comédia. Oui, Fait que, voilà. vous entendez ça justement. Ceci sort justement vendredi le 10 août ou à soir, 3 bières et justement à Comédia avec Jay du Temple. Alors venez nous voir à 18h30, ça va être vraiment le fun. On a d'ailleurs un message à Jay du Temple de la part de Caroline. Hein? Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as un message pour Jay du Temple toi aussi? Ta carrière, on donne on est là. à lui, on fait des commissions. Je sais c'est qui. Ça s'arrête là. Malheureusement. Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine, c'est liké à ma page Facebook. Moi, c'est juste des niaiseries, pas d'histoire, je te le dis. Sinon, sur Instagram, c'est comme ça, Pierre-Luc. Puis ce soir, je suis à 9h dans le boss aussi, pour faire 15 dans les petites vites. À Comédia, c'est ça? Oui. Ça, vous pouvez me voir justement à Comédia ce soir. Sinon, je suis Adrien Belzile sur Twitter où je parle de niaiserie et de pop culture. Et sur Instagram, il y a de mes dessins que je fais. Vous pouvez me commander un dessin, ça fait un beau cadeau pour un être cher. J'adore faire ça, alors entrez en contact avec moi. Et aussi, il y a mon blog qui s'appelle Yannick Regarde où ce que je parle de toutes les affaires que j'écoute. Vous pouvez voir aussi vous avez tous mes liens de mes chroniques des films que j'ai vus pendant Fantasia que j'écris pour Compte T'en as vu vraiment beaucoup, hein? Oui, et je vais en voir un ce soir aussi. Il faut que j'écrive la critique pour demain matin. Mais j'ai très hâte, ça va bon. Alors, vous pouvez voir ces affaires-là. Et sinon, vous aimez 3 bières, vous voulez nous encourager davantage, on a un Patreon, patreon.com/3bières. On fait l'expérience dans le mois d'août d'avoir un podcast à chaque semaine. Alors, vous avez un podcast de plus si vous êtes sur Patreon. Alors, encouragez-nous si ça vous dit. Il y a du bon stock qui se fait là. Et ça, après, ce soir, on est avec Jay du Temple, la Comédia, est venu nous voir, on parle pendant 1h30 de temps de la tour de Peace. Ouais. C'était spécial. L'histoire aussi, c'est une histoire. Si On bien devient un podcast d'histoire à ce temps. Ouais. Si vous demandez une question sur la tour de Pise à Pierre-Luc, légalement, il n'a pas le droit de pas vous répondre, de vous dire des faits. Non, légalement, pour en attendre un podcast de ce soir. Ah, ok. Moi, je vais juste vous parler du bout que le méchant Superman la rend droit dans Superman 3. C'est tout ce que j'ai sur la tour de Pise. Mais en attendant, Evelyne, merci beaucoup de venir voir. Merci de l'invitation. Mais ça, le rester plus longtemps aussi. Puis, pour vrai, on n'a pris juste qu'un sujet. On est trop captivés par ta présence. Fait que ça va être une autre fois. Ouais. Mais en attendant, merci beaucoup et à la prochaine bière.